Alors pour ce premier thread d'horreur, je vais vous raconter l'histoire bien flippante de Clara et de Julien. Donc l'histoire se passe en 2021 et à ce moment-là, ils ont seulement 15 ans. Alors déjà, vous devez savoir que Clara a des parents plutôt cool qui lui permettent de bouger facilement pour voir ses amis. En même temps, si elle est sage et qu'elle ne fait pas de bêtises, alors pourquoi pas? On n'est pas là pour juger, ok? Du coup, il la laisse assez facilement sortir le soir et dormir chez des amis. Et à cette époque où l'histoire s'est passée, elle avait un meilleur ami qui s'appelle Julien et d'ailleurs, elle est toujours en contact avec aujourd'hui. Julien, c'est un mec plutôt fun qui a une grande maison, enfin ses parents, et qui est en pleine campagne, à environ 10 minutes à pied de la ville la plus proche. Donc c'est vraiment un village isolé. Alors on sait que ça se passe en France, mais on sait pas vraiment dans quelle région ni dans quelle ville ça se passe. Mais Clara précise que c'est dans un coin assez tranquille et qu'elle ne s'est jamais vraiment fait embêter jusque-là. Mais bon, vous l'aurez deviné, si je suis là devant vous à vous raconter son histoire, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Donc pour remettre dans le contexte, là c'est la fin du mois de juin, donc c'est le début de l'été et surtout le début des vacances. Et du coup pour célébrer ça, Julien va proposer à Clara de se faire une petite après-midi, une petite soirée ensemble. Alors je précise, pour les petits curieux, ils ne sont qu'amis, ils sont pas en couple. Et avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise un truc. La maison de Julien, les amis, c'est le paradis. C'est piscine creusée, jardin immense, bien entretenu. Clairement, la maison de Julien, c'est la maison typique des grandes villas en campagne, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est le top. Et il faut savoir que les parents de Julien, ils sont partis en vacances, donc depuis quelques jours, Julien est seul à la maison et il kiffe vraiment. Et moi je me rappelle qu'à l'époque quand mes parents partaient en vacances quand j'avais 18-20 ans, franchement je trouvais ça trop cool, je pouvais inviter des amis quand je voulais et puis j'étais tranquille le soir, franchement c'était le bonheur assuré. Du coup, ce soir-là, Clara débarque vers 19h chez Julien et comme il fait bon dehors, ils passent leur soirée au bord de la piscine. Ils commandent même une bonne pizza vers 21h et ils vont effectivement la déguster devant la piscine. Vers 22h, une fois la pizza finie, la nuit tombe doucement et il commence à faire sombre dans le jardin. Et c'est à ce moment-là que Julien a la bonne idée de raconter quelques histoires effrayantes à Clara. Alors Clara, elle sait que Julien fait ça pour lui faire peur, mais elle a quand même quelques frissons au vu de la nuit qui tombe. Clara décide elle tout bonnement de contre-attaquer en racontant une légende urbaine bien badass pour que Julien ait encore plus peur qu'elle. Et ça marche au bout de quelques échanges d'histoires et la nuit qui tombe, c'est Clara et Julien qui tous les deux finissent par ne plus être très à l'aise et très sereins dans le jardin. Et Clara, elle explique qu'un simple craquement de branches va suffire pour les faire rentrer dans la maison de Julien. Une fois à l'intérieur, Clara demande à ce qu'il fasse autre chose pour détendre l'atmosphère et rendre l'ambiance un peu plus festif que glauque. Donc Julien, il rigole un peu forcément et se fout d'elle, mais finalement il accepte sans problème et propose de se faire une petite partie de PlayStation. Donc Julien, il allume la télé et il laisse Clara dans le salon toute seule, le temps d'aller chercher des plaids pour se mettre bien à l'aise et bien au chaud dans le salon. Et c'est maintenant que tout va basculer. Et franchement, ça fait froid dans le dos, rien que de savoir ce que je vais vous raconter juste maintenant. Pendant que Julien est parti chercher ses plaids, Clara l'aperçoit par la fenêtre du mouvement. Et il faut savoir que la nuit est presque tombée, donc elle n'est pas sûre du tout de ce qu'elle voit. Et en plus, tout est éclairé dans le salon, donc vous voyez, c'est plus difficile à observer dans le jardin. Elle décide d'aller éteindre la lumière du salon et de se rendre à la fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un dans le jardin. Et ça va pas louper. Une fois qu'elle a éteint la lumière, elle va se retourner pour être face à la vitre. Et elle tombe face à face avec un homme avec un masque de clown qui est terrifiant et qui est juste derrière la fenêtre. On pourrait tous croire que Clara va hurler de peur. Mais non, parce que ce masque, elle le reconnaît et c'est le masque de Julien. Donc Clara, elle rigole et dit à Julien qu'il lui a foutu les jetons et que c'était très drôle. Sauf que quand Clara dit ça, elle entend Julien provenir de l'autre côté du salon qui lui dit « De quoi tu parles, Clara ?» Donc d'un coup, le visage de Clara se paralyse et elle comprend qu'en fait, ce n'est pas Julien qui est derrière la fenêtre, mais un total inconnu qui a récupéré le masque qui était chez Julien. Et honnêtement, on va pas se le cacher, on est persuadé que c'est quelqu'un qui a des très mauvaises intentions. Et Clara, elle comprend en une fraction de seconde que le mec est ultra mal intentionné envers Clara et Julien. C'est donc là que Clara va hurler de toutes ses forces. Julien, lui, a le bon réflexe d'attraper la main de Clara pour l'emmener en sécurité hors de la vision du mec qui est derrière la fenêtre. Et par précipitation, et je pense que c'est ce qu'on aurait tous fait, Julien va dire à Clara qu'il faut absolument fermer la porte d'entrée, sinon ils sont foutus. Et en se dirigeant vers la porte d'entrée, Clara raconte que l'homme au masque de clown était resté là scotché devant la fenêtre avec sa tête collée sur la vitre. Gros truc de pervers en tout cas. Clara et Julien se dirigent précipitamment vers la porte d'entrée quand tout d'un coup, ils tombent sur un homme très grand, masqué également, qui se tient face à la porte, comme un vigile qui va empêcher quiconque de sortir. Et le masque que tient cet homme devant la porte, c'est pas un masque de clown, donc c'est pas la même personne qui est devant la fenêtre. Le mec a un masque de cheval et je trouve ça ultra flippant.
Clara et Julien, ils hurlent tous les deux, ils font volte-face et sprintent en direction de l'escalier pour aller au premier étage. Ils s'enferment vite dans la salle de bain et là Clara nous explique qu'ils pouvaient entendre leur cœur battre à 100% à l'heure dans la salle de bain tellement ils avaient peur. Alors je récapitule. Il y a un homme qui est en dehors de la maison, puis il y a un deuxième homme qui est dans la maison, prêt à je ne sais quoi, mais il est prêt. Et franchement, cette histoire fait froid dans le dos. On pense que ça nous arrive jamais, mais force est de constater que ce genre d'événement terrible arrive bien plus qu'on le pense. On retourne du coup à la salle de bain où se trouvent Clara et Julien, qui restent eux dans le silence. Mais ça va être de courte durée car ils vont entendre rapidement les deux hommes qui se sont réunis monter vers l'étage et qui trouvent facilement où se cachent nos deux amis. La porte se fait clairement tambouriner dessus par les assaillants et donc Clara et Julien ils savent qu'ils ont très peu de temps pour agir et trouver une solution. Et Clara nous dira que l'adrénaline était à son comble et c'est certainement ça qui les a sauvés parce que ça les a maintenus dans une sorte de survie entre guillemets. Et en effet, Julien dit à Clara qu'ils vont devoir sauter du premier étage et que c'est leur seule chance de s'en sortir. Et franchement, je pense que c'est vrai à ce moment-là, c'était vraiment le cas. Julien ouvre donc la fenêtre et regarde qu'il y a personne dans le jardin et saute directement du premier étage sans réfléchir. Clara va également sauter par la suite de Julien et elle dit qu'elle s'est même fait une petite entorse à la cheville, mais que sur le moment, elle n'a rien senti et certainement encore une fois grâce à l'adrénaline. Donc tous les deux, une fois après avoir sauté de la fenêtre, ils courent aussi vite que possible vers la rue pour demander de l'aide. Et en tournant la tête, Clara, elle a vu les deux hommes courir dans leur direction en sortant de la porte d'entrée de Julien pour les attraper. Alors heureusement pour eux, ils arrivent vite dans la rue et courent en direction d'un des voisins de Julien où la lumière était encore allumée. Ils toquent comme des malades et crient à l'aide de toute leur force dans la rue. Claire explique que quand la porte du voisin s'est ouverte, elle a pu observer derrière elle les deux hommes à l'entrée de la maison de Julien, faire demi-tour et partir en direction opposée comme si de rien n'était. Ensuite, le voisin de Julien, une fois qu'il a entendu l'aventure surréaliste de Julien et Clara, décide d'appeler immédiatement la police. Et puis, 10 minutes plus tard, les flics vont débarquer sur les lieux, mais les intrus auront déjà disparu. Mais par contre, rien n'a été volé dans la maison. Alors que je vous le rappelle, les deux hommes étaient dans la maison, ils auraient pu prendre tout ce qu'ils voulaient. Alors, je vais faire des déçus, mais malgré la plainte déposée à la police et cette nuit horrible qu'ils ont vécue, les policiers n'ont rien trouvé. Mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça et je ne peux pas vous laisser comme ça. A priori, il y a plusieurs théories qui peuvent être imaginées selon Clara et Julien après avoir discuté longuement avec les policiers le soir même et leurs parents, le lendemain. Première théorie, les assaillants sont des kidnappeurs pour obtenir une rançon. En effet, la famille de Julien, vous l'aurez quand même assez deviné, est assez riche et ils ont pu observer que ses parents étaient partis en vacances, donc ils ont pu faire des rondes pour savoir quand ils auraient pu kidnapper Julien et demander une rançon à leurs parents. Deuxième théorie, les assaillants faisaient partie d'un réseau de trafic d'êtres humains ou d'organes, etc. Et franchement, cela me fait assez bader et vous n'êtes pas censé savoir que ce genre de trafic existe et que malheureusement, c'est plausible que ces hommes font partie d'un réseau pareil. Et ce qui me fait penser que c'est très plausible, c'est que effectivement, les deux hommes n'ont absolument rien volé chez Julien alors qu'ils ont eu tout le temps pour le faire. Et la troisième théorie, ce sera la vôtre. Vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre avis sur cette histoire. Et franchement, je serais curieux de savoir si j'ai des bons détectives dans ma communauté. Bon, avant d'enchaîner sur la deuxième histoire de cette vidéo, je vous invite à prendre une petite pause et à aller fermer directement la porte d'entrée de chez vous. Et si c'est déjà fait, on enchaîne tout de suite avec la deuxième histoire. Alors, accrochez-vous bien pour cette seconde histoire parce qu'elle est tout aussi flippante. C'est une histoire qui va vous faire réfléchir sur le paranormal et peut-être même vous faire regarder votre appartement ou votre maison d'un autre œil. Alors, je sais que certains n'aiment pas les histoires paranormales, mais si je vous la raconte, c'est qu'elle est tout à fait crédible et pour être honnête, moi je suis assez ouvert au fait que ça peut exister, surtout quand des amis à moi qui vont bientôt passer sur la chaîne, ils ont vécu des choses tout aussi étranges. Donc je démarre. Cette histoire, elle se passe en 2019 et c'est l'histoire de Louise, une jeune femme de 23 ans qui vit seule dans un grand appartement avec son chat qu'elle vient d'adopter. Tout se passe bien pour elle, elle a emménagé il y a quelques semaines dans son nouvel appartement et vit sa meilleure vie. En plus, elle est avec son chat, elle passe de très bons moments, donc tout est parfait. C'est un peu comme la première fois on prend un appartement seul, sans ses parents, ça fait trop du bien. Sauf que Louise va remarquer que plus les nuits passent, moins elle va se sentir à l'aise chez elle. Un soir, il y a à peu près 22h30, la nuit est déjà bien avancée et Louise est tranquillement installée dans son salon, en bas, devant la télé et avec son chat à ses côtés. Ah oui, j'ai oublié de préciser que l'appartement de Louise, il est en duplex, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux. Et oui, on n'a peut-être pas tous le même niveau de vie que Louise. Mais bon, si je vous dis ça, c'est que ça a son importance pour la suite. Donc tout semble normal, Louise, elle regarde un spectacle humoristique à la télé et joue à un jeu sur son téléphone en même temps. C'est un peu son rituel du soir, on va dire, depuis qu'elle
a emménagé. Et Louise, elle précise que les premières semaines, elle a vraiment rien vu ni entendu d'étrange dans l'appartement, mais que c'est vraiment que depuis quelques jours qu'elle a cette sensation un peu bizarre d'être observée par quelqu'un. Elle dit aussi que parfois, il y avait une odeur assez particulière dans son appartement, comme si ça sentait le vieux qui ne s'était pas lavé depuis quelques jours. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Louise. Alors Louise, elle aime pas trop, c'est sûr, mais comme ça dure jamais vraiment longtemps, elle se dit que c'est des voisins qui doivent faire des trucs pas très bons à manger. Alors elle est assez rationnelle, Louise, pour le moment, et je pense que c'est normal. J'ai déjà vécu dans un appartement où tous les soirs, j'avais l'impression que les voisins du fond, enfin du palier, faisaient du poisson pané frit, quelque chose comme ça. C'était vraiment une odeur particulière. Donc je pense que là, Louise, elle rationalise un petit peu avec, bon voilà, c'est de la nourriture qu'ils sont en train de faire chauffer. Voilà, ça a juste une mauvaise odeur. C'est une viande qui a peut-être un petit peu pourri et puis c'est tout. Donc à ce moment-là, Louise, elle est tranquillement installée sur son canapé et quand d'un coup, elle ressent une sorte de souffle dans le cou, comme si quelqu'un souffle délicatement dans son cou. Alors Louise, elle se retourne immédiatement et pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est derrière elle, sauf que bien sûr, il n'y a personne. Mais Louise a pour le coup vraiment switché de mentalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, elle sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Louise va se lever, essayer de trouver une fenêtre qui n'est pas fermée ou une ventilation, la fameuse VMC de sa cuisine par exemple, pour essayer de justifier ça. Alors Louise, elle grimpe sur le comptoir pour vérifier, sauf que là, il y a aucune trace, on va dire, d'air frais. Du coup, elle va inspecter les fenêtres parce qu'elle pense qu'une fenêtre mal fermée ou mal isolée, elle pourrait laisser passer l'air, mais là, pareil, aucune trace d'air froid qui passe. Bon là, il faut que vous sachiez quelque chose. La sensation de froid, c'est une chose assez courante lorsqu'un esprit occupe une maison. Alors si vous n'y croyez pas, je peux comprendre, mais moi je suis hyper réceptif à ça. En tout cas, Louise, elle n'y croit pas du tout à ça et refuse toute théorie paranormale dans sa tête. Pour le moment. Le lendemain matin, Louise, elle ne ressent plus du tout de froid, donc elle cherche pas plus loin, elle va au boulot et revient le soir. C'est une fois installée dans le canapé qu'elle fait des caresses à son chat et elle allume Netflix pour se poser tranquillement. Bon, Louise, elle a un peu de stress quand même. Elle sent que ça lui travaille la tête avec ce qui s'est passé la veille. Et ce même soir, Louise va entendre des coups provenant de l'étage. Comme si quelqu'un toquait 3 coups. Toc, toc, toc. Louise est perplexe et quelques secondes plus tard, elle entend un nouveau toc, toc, toc. Pas de doute pour Louise, il y a quelqu'un en haut de son appartement. Du coup, Louise, elle prend quand même son courage à deux mains et elle fonce vérifier d'où peut venir ce bruit. Mais bon, bizarrement, quand elle arrive à l'étage, il y a personne. Sa penderie est vide, pas de signe du moindre visiteur. Elle vérifie partout et dans les moindres recoins, il y a rien. À ce moment-là, Louise, elle se dit qu'elle a l'impression de devenir folle. Elle ressent des choses, elle entend des choses, mais elle ne voit rien. Du coup, elle redescend dans son salon, mais quand elle arrive au bas de l'escalier, elle découvre quelque chose d'inhabituel. Son chat, qui a pour l'habitude de passer son temps dans le canapé, est tout d'un coup sous une chaise, recroquevillé. Il a les poils tout hérissés, les yeux ronds, et fixe ardemment le plafond. Et ça, moi, j'y crois trop. Je suis persuadé que les chats ou même les animaux en général voient des trucs qu'on ne voit pas. Conseil d'amis, fiez-vous à vos animaux. Alors Louise, là, elle est clairement pas bien. Elle se sent vraiment oppressée dans son appartement. Elle se demande bien ce que le chat peut voir, parce que Louise, elle a beau regarder partout dans la pièce, à l'étage et même en bas, en fait, elle voit rien du tout. Et par panique, à ce moment-là, elle va prendre son chat dans ses bras pour le rassurer et aussi pour se rassurer elle-même. Franchement, on se dit que le chat, il peut pas simuler. C'est très flippant, ces animaux sont beaucoup plus réceptifs que nous aux odeurs et aux bruits, ils ont une vision nocturne, donc qui sait ce qu'ils peuvent bien voir ou sentir à ce moment-là. Bref, Louise, s'assoit sur son canapé, toujours avec son chat en guise de bouclier et tente de reprendre ses esprits. Mais quelques minutes plus tard, elle finit par craquer et elle pleure. Louise, à ce moment-là, elle est vraiment terrifiée par la situation et ça se comprend. Elle, qui d'habitude ne croit pas au paranormal, commence vraiment à y croire sérieusement. Sauf que c'est pas fini. Quelques minutes plus tard, l'impensable va se produire. Louise, elle entend des pas à l'étage. C'est des pas qui sont lourds, comme si quelqu'un de très lourd marchait sur son sol. Bon là, clairement, Louise, elle a bout de nerfs, elle craque, elle prend son chat et se tire de l'appartement et fonce chez une amie à elle. L'amie de Louise va décider de retourner à cet appartement pour vérifier qu'il n'y a personne et que tout va bien. Ils y vont donc ensemble et découvrent dans l'appartement que rien n'a bougé. Ils fouillent partout, le haut, le bas, tout est en ordre. Et surtout, aucune présence d'un individu. Encore une fois, toutes les fenêtres sont fermées. Il n'y a rien qui montre qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans cet appartement. Et chose plutôt cool, son ami va dormir avec Louise dans le canapé. Et Louise explique qu'ils ont réussi à dormir vers 1h du matin par fatigue. Sauf que leur sommeil va être rapidement perturbé vers 3h, 3h30 du matin. En effet, de nouveaux bruits de pas et des tocs vont retentir à l'étage de l'appartement de Louise durant une poignée de secondes. Et Louise explique que ce moment a même semblé durer des heures, et ça se comprend. À deux, ils vont décider de foncer du coup à l'étage pour attraper l'intrus, parce que là forcément c'est sûr qu'il y a quelqu'un,
Mais rien. Les bruits se sont arrêtés, rien n'a bougé. Encore une fois, aucune trace d'effraction. Le lendemain, la copine de Louise va avouer ne pas avoir dormi de la nuit, qu'elle sentait une sorte de présence constante à l'étage et que cela se ressentait dans tout l'appartement. Et le chat qui les accompagne a également passé son temps à regarder en direction du plafond et de l'escalier comme s'il y a une menace qui planait au-dessus d'eux. Louise dormira les nuits suivantes chez son ami jusqu'à ce qu'il fasse appel à des sortes de chasseurs de fantômes. Alors j'explique, Louise va retourner dans son appartement accompagnée d'un couple d'exorcistes pour purifier son appartement. Alors car oui, pour Louise et son ami, il n'y a plus aucun doute qu'il y a une présence qui est malfaisante là-bas. Le couple d'exorcistes va également confirmer des présences dans l'appartement à l'aide de machines qui détectent les pics de chaleur ou de fraîcheur. Le couple va alors mettre en place des sortes de rituels assez chelous dans l'appartement de Louise et elle explique du coup Louise qu'elle est assez sceptique mais qu'elle est tellement à bout, en fait elle a envie d'y croire, elle a envie que ça marche. Et vous savez quoi ? Tout va a priori bien se finir pour Louise. Elle explique que le soir même, elle a dormi avec son ami et que tout était normal. Même le chat a retrouvé sa position préférée dans le canapé. Et à ce jour, on n'en sait pas plus si Louise a eu de nouveaux événements dans son appartement. Espérons pour elle que non, bien entendu. En tout cas, je trouvais ça cool de présenter son histoire car le paranormal, moi je suis assez réceptif et pour ceux qui aiment, tant mieux. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, aucun problème de mon côté si ça ne vous plaît pas. Moi, je trouve ça assez cool d'élargir un petit peu le sujet et qu'on échange là-dessus. Je vous avoue qu'un de mes kiffs, ce serait de faire un thread d'horreur dans une maison hantée ou abandonnée pour plus de frissons. Mais je peux vous assurer que ce jour-là, je viendrai avec une dizaine d'abonnés minimum pour être serein. Pour cette dernière histoire, je vais vous raconter l'histoire d'Alexis et de Chloé qui s'est déroulée en 2016. Alexis et Chloé, c'est un jeune couple et pour profiter de leurs vacances d'été, ils ont loué un petit appartement dans le sud de la France. Alors désolé, j'ai pas le nom de la ville pour cette fois. Les deux amoureux, ils pensent s'offrir un moment de détente pas très loin de la mer et un peu coupé du monde, mais en fait ce qu'ils vont vivre, c'est bien loin de ce à quoi ils s'attendaient. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait déjà 3 jours que le couple vit leurs plus belles vacances dans le sud de la France. Alexis et Chloé sont donc tout naturellement épuisés par les nombreuses activités qu'ils ont fait pendant la journée et donc ils décident de se coucher très tôt. Ils expliquent qu'à peine ils se sont affalés sur leur lit, ils se sont endormis directement. Sauf que vers 3-4 heures du matin, Chloé est soudainement réveillée par un bruit sourd qu'elle entend à travers l'appartement. Du coup, Chloé se précipite pour réveiller Alexis en lui donnant des coups de coude. Alors sympa le réveil, me direz-vous. Et Alexis, quand il se réveille, il n'y a plus aucun bruit. Il n'entend rien et donc rassure Chloé que c'est peut-être un mauvais rêve ou un petit bruit. Comme ça, des fois les maisons elles bougent, donc il y a des petits bruits et c'est rien. Ils essaient de se rendormir, mais seulement quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux surpris de nouveau par des bruits encore plus forts venant de la cuisine. Alors Alexis et Chloé commencent là vraiment à flipper. Bon, stop. À ce moment-là, vous devez savoir comment est l'appartement dans lequel logent Alexis et Chloé pour leurs vacances. Car oui, l'emplacement de la cuisine est crucial pour la suite de l'histoire. En fait, elle est située juste en face de leur chambre et de leur lit. Il y a donc une vue directe sur la cuisine quand la porte est ouverte. Sauf que là, bien sûr, leur porte de la chambre est fermée, donc Alexis et Chloé, ils ne peuvent qu'entendre des bruits sans voir vraiment ce qui se passe depuis le début. Donc à ce moment-là, Alexis sort du lit et s'approche lentement de la porte de la chambre et il se met à l'entrouvrir très doucement en évitant de faire trop de bruit. Et là, dès que la porte est un peu ouverte, en fait, il arrive à distinguer immédiatement le bruit d'un tiroir de cuisine qui s'ouvre. Et il peut clairement entendre le bruit métallique, le son métallique d'un couteau qui est en train d'être extrait du même tiroir. Bon, en tout cas, il entend un objet métallique qui s'apparente à un couteau, mais bon, dans ce cas-là, vous savez, on imagine toujours le pire. Donc à ce moment-là, forcément, Alexis, il commence à flipper et donc par sécurité, il referme aussitôt la porte et la verrouille directement. Et ça, c'est un très beau réflexe, on a presque envie de barricader la porte en plus. À ce moment-là, il n'a pas vu ce qu'il y avait dans la cuisine, il a juste entendu le tiroir s'ouvrir et un son métallique. Donc aucun doute, il y a une ou plusieurs personnes qui se sont infiltrées dans leur appartement. Chloé prend donc immédiatement son téléphone et appelle la police. Très bon réflexe, Chloé. Alexis, quant à lui, crie haut et fort qu'il est en ligne avec la police et qu'il vaut mieux qu'il parte avant que ça dégénère. Et faisons un petit point là-dessus. Franchement, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Se barricader, se mettre en sécurité et appeler immédiatement la police. Là, Chloé, elle essaie de contenir ses larmes tout en expliquant au téléphone qu'il y a quelqu'un chez eux. Et pendant ce temps-là, elle observe encore une fois Alexis qui est en train de trouver le plus de choses possibles pour la mettre devant la porte et barricader la porte le plus possible. Je fais une pause dans l'histoire parce que moi j'ai un enfant et je peux pas cesser de penser que s'ils avaient des enfants dans une autre chambre, Alexis et Chloé, ils auraient pas eu le choix de sortir et de se retrouver face à l'intrus et au groupe d'intrus et ça aurait été vachement plus compliqué alors que là, ils ont juste à se barricader et à appeler la police et tenir
le plus longtemps possible. En parlant de la police va indiquer du coup par téléphone qu'ils font au plus vite et qu'une patrouille sera là d'ici 7 à 10 minutes. Donc les secondes passent, mais elles semblent, comme vous le pensez, interminables. Et alors que le silence avait petit à petit envahi l'appartement, Alexis et Chloé entendent le bruit d'un couteau frotter le mur et la porte de leur chambre. L'angoisse au plus haut niveau, je pense. Et au même moment, Alexis et Chloé, ils voient que la poignée de la porte de leur chambre s'abaisse lentement, comme si quelqu'un tentait d'entrer. Alors forcément, les deux sont terrifiés et Chloé explique que la situation était tellement étrange car à ce moment-là, l'appartement est plongé dans un silence pendant que la poignée bouge tout doucement. Et rassurez-vous, là, c'est pas du paranormal. Là, instinctivement, Alexis s'adosse directement à la porte pour utiliser son corps comme un moyen de renforcer la porte au cas où l'homme, là derrière, force le passage. Et il ne se trompe pas parce que la porte commence à subir les coups de l'intrus qui veut à tout prix rentrer dans la chambre. Et Chloé explique que parfois la porte bougeait et qu'à un moment, un petit espace s'est créé et qu'ils ont pu apercevoir une lame de couteau qui essayait d'être mise entre la porte. Alors, effrayant d'après Chloé, et c'est clair, surtout que l'homme commence à crier et à s'énerver derrière la porte alors qu'il était silencieux jusque-là, comme s'il contrôlait sa colère. Chloé indique que sa voix est terrifiante. C'est un mélange d'une grosse voix, assez énervée, mais on ressent aussi des fois le côté un peu vicieux comme s'il salivait. Par exemple, il va dire plusieurs fois après selon Chloé, ouvre-moi s'il te plaît, je te ferai pas de mal, comme si c'était un enfant qui parlait. Et ça va résonner dans la tête d'Alexis et Chloé pour probablement le reste de leur vie. La lutte contre la porte va durer de longues minutes et Alexis va demander à Chloé de trouver n'importe quel objet pointu ou qui servirait pour se défendre. Clairement, s'ils rentrent, ils sont foutus. Donc il faut qu'ils se défendent. L'homme frappe tellement fort sur la porte qu'il y a un léger trou qui va faire son apparition et je pense qu'on peut vraiment s'imaginer la scène dans Shining où le père essaie de rentrer dans la salle de bain avec sa hache à ce moment-là. Alexis et Chloé se regardent à ce moment-là dans les yeux et Chloé nous dit vraiment qu'il sentait dans leur regard que c'était la fin. C'est au bout de plusieurs minutes qui paraissent une éternité qu'Alexis et Chloé entendent des bruits de sirène et effectivement c'est la police qui au vu de la fenêtre ouverte se rend immédiatement dans l'appartement et fonce droit sur l'homme qui n'a pas le temps de réagir et se fait plaquer au sol. À travers la porte, Alexis entend des policiers qui ordonnent à l'intrus de lâcher son arme et de rester couché au sol. Là, Alexis, il est à bout de force, mais clairement, il est soulagé et il prend Chloé dans ses bras et enfin, ils se disent que tout est terminé. Du coup, Alexis déverrouille la porte de la chambre et devant lui, il voit l'homme à terre maîtrisé par les policiers. Mais avant d'être emmené, cet homme leur adresse une phrase terrifiante qui restera gravée à jamais dans leur mémoire. Cet homme leur a dit « Un jour, tu verras ». Personne n'a envie d'entendre cette phrase de quelqu'un. C'est quelques jours plus tard qu'Alexis et Chloé vont découvrir l'identité de cet homme et cette révélation les choque encore plus. En fait, il s'agissait d'un fugitif qui était recherché par la police pour avoir assassiné son propre père et selon les enquêteurs, cet homme serait atteint de schizophrénie. Et pendant l'interrogatoire, il aurait même affirmé entendre des voix qui le poussent à faire des trucs horribles. Comment un mec comme ça peut être du coup en liberté? À ce moment-là, ils se disent qu'ils ont eu quand même beaucoup de chance d'entendre des bruits dans la cuisine. Ils ont donc pu fermer la porte de la chambre à temps. Parce qu'imaginez juste si l'intrus était rentré dans la chambre pendant que le couple dormait. Ça aurait pu juste être un véritable massacre. Aujourd'hui, cet homme a été jugé comme ayant des troubles mentaux et a été transféré dans un hôpital psychiatrique où il est enfermé constamment. Chloé explique qu'elle raconte cette histoire des années après et que malheureusement, Alexis et Chloé ne s'en sont jamais vraiment remis à tel point qu'ils se sont séparés. Parce qu'en fait, elle a transféré le stress, la panique de cet individu sur Alexis et du coup, ça a détérioré leur relation. Un peu comme un choc post-traumatique. Alors je trouve ça non seulement injuste qu'un psychopathe puisse bouleverser la vie de deux personnes et surtout ruiner un couple qui n'a rien demandé. Comme quoi on parle jamais assez des effets psychologiques de harcèlement et d'intrusion. Enfin, c'est sûr que c'est le genre d'histoire qui laisse des traumatismes à vie. Et je voulais juste vous préciser que si un jour quelque chose comme ça vous arrive et que vous vous retrouvez enfermé quelque part et que vous voulez appeler la police sans que la personne vous entende, sachez qu'il existe un numéro d'urgence pour malentendants, c'est le 114, et du coup vous pouvez communiquer par écrit avec la police. Mais bon, clairement, je vous souhaite pas du tout. Pour cette première histoire, permettez-moi de vous présenter Clara. Clara, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années et vous allez voir que Clara, c'est une jeune femme qui va être confrontée à une série d'événements glaçants au sein d'un hôpital. Bon, moi, si vous ne le savez pas, j'ai été infirmière, donc les hôpitaux, ça me connaît et j'en ai pas peur. Mais je comprends que beaucoup d'autres personnes n'aiment pas ça. Et après avoir écouté ce qu'a vécu Clara, vous allez encore moins apprécier. Bref. Donc Clara, elle est à l'hôpital, malheureusement. Elle se bat contre une maladie assez grave et c'est déjà pas une partie de plaisir pour elle. Et elle explique qu'elle a une maladie génétique qui l'empêche de vivre pleinement sa vie, donc elle se retrouve régulièrement à l'hôpital pour surveiller tout ça. Si Clara, tu tombes sur ton histoire, courage à toi.
À l'hôpital, Clara, elle précise qu'elle est dans une chambre seule, histoire d'avoir un peu d'intimité. Enfin, intimité, c'est vite dit, hein. Vous allez voir que les nuits qu'elle va passer dans cet endroit vont rapidement tourner au cauchemar. Déjà dans la journée, c'est loin d'être reposant. Entre les perfusions, l'oxygène, le passage des médecins, des aides-soignantes, des infirmiers. En plus de tout ça, l'ambiance est pas franchement hyper cool. Donc si au moins elle pouvait se reposer la nuit, et vous allez me dire, ça va. Sauf que, pas du tout. Pour vous préciser rapidement, la chambre de Clara, elle est au bout du couloir, et en face, il y a une espèce de recoin, une espèce de renfoncement dans le mur assez sombre où les infirmiers rangent des chaises roulantes pour les patients qui en ont besoin. Bref, au milieu de la nuit, elle entend des bruits bizarres, comme des pas qui traînent devant sa porte. Et à part des infirmiers ou infirmières, comme elle est au bout du couloir, il doit y avoir personne. Donc Clara pense logiquement que c'est des infirmiers qui passent. Mais les bruits, ils reviennent encore et plusieurs fois par nuit. À un tel point où ça la gêne vraiment pour dormir. Et elle en a besoin de dormir car a priori son traitement est fort, donc elle doit se reposer. Et le lendemain matin, elle va demander aux infirmières si c'est possible d'avoir une sorte de boule qui est pour éviter d'être dérangée quand il passe dans ce coin-là. Sauf que l'infirmière à qui elle en parle, elle est dans l'incompréhension la plus totale, car il n'y a aucun infirmier qui vient en pleine nuit devant sa chambre. En effet, il n'y a que quelques chaises roulantes et très souvent, voire toujours, c'est en pleine journée en fait qui sont utilisées. Là, Clara, elle ne comprend pas, elle trouve ça vraiment louche. Mais elle est rassurée car l'infirmière va transmettre l'info à l'équipe de nuit pour qu'ils fassent attention de ne pas faire de bruit si jamais il passe devant sa chambre. Ok, jusque-là, tout semble rentrer dans l'ordre. La journée passe et on arrive de nouveau le soir. Et alors que Clara est dans son lit, paisiblement à dormir, elle entend de nouveau des bruits de pas devant sa porte. Ça la réveille et à ce moment-là, Clara a une vision de cauchemar. Elle entend la poignée de la porte grincer et s'ouvrir tout doucement. Elle aperçoit la porte s'entrouvrir, laissant une ombre humaine s'étendre sur le sol. Elle voit à peine le visage d'un homme qui est à moitié masqué par l'obscurité, mais elle aperçoit quand même des yeux vitreux derrière des cheveux gras qui lui cachent le visage. Clairement, on dirait un homme fatigué par la vie et dont les intentions n'ont pas l'air très bonnes. Bon là, quand elle voit ça, Clara, elle ne peut pas bouger. Elle est paralysée par la peur. Et puis ensuite, elle assiste à une scène surréaliste. Elle voit l'intrus qui commence à fouiller dans ses armoires. Et là, il sort une culotte. Oui, tu as bien entendu, une culotte. Clara se ressaisit et commence à crier de toutes ses forces et attrape le boîtier pour appeler à l'aide. Et à ce moment-là, l'inconnu, il bafouille des mots incompréhensible et il sort enfin de la chambre en traînant les pieds. Tout en conservant soigneusement la culotte de Clara dans une de ses poches. Bon, alors l'homme n'a pas été agressif, mais savoir qu'un homme viole sa propre intimité en prenant un de nos sous-vêtements, c'est vraiment juste horrible. Et alors, manque de peau pour Clara, l'homme a eu le temps de sortir et d'aller on ne sait où, ce qui fait que quand un infirmier arrive dans sa chambre, Clara n'a aucune preuve de ce qui s'est passé. Alors, ça peut paraître bête, mais au début, l'infirmier, il ne prend pas Clara au sérieux et il ne la croit pas vraiment. Alors Clara indique que l'infirmier l'écoute, mais que comme il n'a rien vu et que pour lui tout le monde dort, elle a dû certainement faire un mauvais rêve. Une angoisse le truc. Le lendemain, Clara reçoit de la visite de ses parents et en parle. Son père, tout naturellement, va aller se plaindre aux infirmiers en disant que c'est inadmissible. Et c'est là que les infirmiers vont enfin se bouger en promettant de faire davantage de rondes dans les couloirs durant les prochaines nuits au cas où. Vous voyez, il faut toujours aller un bon coup, ça marche toujours. Et vous verrez que le père de Clara a bien fait d'insister. Durant la nuit, Clara a une envie d'aller au petit coin. Donc elle se lève en pleine nuit et va dans les toilettes. Sauf que lorsqu'elle tire la chasse d'eau, elle entend un bruit de porte. Et quelques secondes plus tard, elle voit la poignée de la porte des toilettes bouger tout doucement. Vous l'aurez deviné, c'est de nouveau cet homme qui est à la recherche de Clara et il a l'air d'avoir d'autres objectifs que de récupérer sa petite culotte cette fois-ci. Clara explique qu'elle a le réflexe d'hurler le plus fort possible malgré qu'elle se sente très faible. Et elle a bien fait car quelques secondes plus tard, elle entend un infirmier rentrer dans sa chambre. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend à nouveau l'homme bafouiller des choses immondes que je ne dirai pas sur cette chaîne. Clara comprend vite que cet individu bizarre voulait peut-être bien plus que de s'emparer de ses sous-vêtements. Et heureusement que Clara était dans les toilettes, car qui sait ce qu'il aurait pu faire si elle était dans son lit à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. Clara est restée enfermée dans les toilettes et a versé toutes les larmes de son corps,
car qu'on se le dise, ce qu'elle a dû vivre, c'est un traumatisme. Elle explique aussi qu'une dizaine de minutes plus tard, 2 infirmiers sont venus dans sa chambre pour s'excuser de ne pas l'avoir cru. Normal. Mais aussi pour dire que tout était réglé. L'homme a été embarqué dans un autre service et restera à vue d'un garde toute la nuit avant de prendre des mesures conséquentes le lendemain matin. Mais Clara, elle dit que pour elle, c'est impossible de dormir, là à cause de cet homme qui envahit son esprit. Elle se sent pas en totale sécurité et ça se comprend. Un des infirmiers indique qu'ils resteront toute la nuit dans les couloirs pour s'assurer de l'entière sécurité de Clara et des autres patients. Et du coup, pour l'aider à dormir, l'infirmier lui donne un somnifère afin que Clara puisse se reposer et reprendre des forces pour le lendemain. C'est le lendemain après-midi que l'histoire va prendre fin. En effet, le directeur de l'hôpital va se rendre dans la chambre de Clara, qui est de nouveau avec ses parents. Et le directeur va expliquer que l'homme a des troubles mentaux assez graves et qu'il était suivi pour ça. Que malheureusement, la maladie de cet homme s'est accentuée avec le temps, ce qui fait qu'il n'était plus en mesure de rester sans surveillance. Clara est donc rassurée car elle sait que cet homme rentre dans un service spécialisé et elle peut donc se sentir de nouveau en sécurité. Et franchement, cette histoire, elle est restée gravée dans la tête de Clara. Ça doit être super difficile pour elle qui, en plus de se battre contre sa maladie, elle se faisait déranger la nuit par un malade mental. Alors, je trouve que dans cette histoire, c'est difficile pour Clara. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi triste pour cet homme qui a des dégénérescences mentales et qui ne doit plus être maître de sa propre vie. En tout cas, heureusement qu'il ne s'est rien passé de plus pour Clara, qui a été soulagée de rentrer chez elle quelques jours plus tard, là où elle a pu dormir tranquillement, en toute sécurité, dans son lit. Waouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous allez me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais moi, de par mon métier, j'ai pas mal été confrontée à la dégénérescence et c'est vraiment pas une partie de plaisir, que ce soit pour les familles mais aussi pour la personne qui le vit elle-même, qui ne sont pas totalement conscients de leur état. Alors, grande pensée aux personnes qui sont confrontées à ça et c'est parti pour la deuxième histoire. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Et cette deuxième histoire, je suis contente et fière de vous la raconter car c'est l'histoire d'un abonné. Alors merci à toi Mickey. C'est le tout premier témoignage sur la chaîne de la part d'un abonné et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Alors faites comme Mickey et envoyez-nous votre histoire à l'adresse mail que vous trouverez juste ici en description. Ça nous a fait tellement plaisir quand on a reçu ce mail, alors c'est ton moment à toi Mickey, profite. On est en 2019 et Mickey a 12 ans au moment des faits. Depuis plusieurs années, la mère de Mickey, sa sœur et lui partent en camping en bord de mer pour un long week-end. Ils n'ont pas forcément les moyens de partir pour de longues vacances, donc un long week-end, ça fait toujours du bien. Puis, avec le bon air de la mer, quoi de mieux pour changer du quotidien? Si vous n'avez jamais fait de camping, en vrai, moi, c'est l'endroit où j'ai eu mes meilleures vacances quand j'étais petite. Au passage, merci maman pour ça. Donc, le dernier soir de leur long week-end, après avoir aidé sa mère à préparer le repas, Mickey installe la table quand un groupe de 3 hommes s'arrête à leur emplacement. Ces hommes ont entre 30 et 40 ans, ils ont l'air soignés et commencent à discuter avec sa mère, puis se présentent au bout de quelques échanges. On les nommera Antoine, Gabriel et Jean pour cette histoire. Après plusieurs minutes, la mère de Mickey finit par leur proposer de dîner avec eux ce soir-là. Donc si vous aussi vous avez fait un peu de camping, ça ne vous étonnera pas. Mais pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça arrive assez souvent ce genre de choses. Mais là, ça ne se passe pas comme d'habitude. Ils s'installent alors à table avec la famille de Mickey et discutent tous ensemble. La mère de Mickey sert l'apéro, attention à l'abus d'alcool, et le dîner se passe plutôt bien, tout le monde est enjoué. Sauf qu'après plusieurs verres, les hommes sont de plus en plus alcoolisés et ils commencent même à agir bizarrement. Mickey se sent même gêné par cette situation. Puis les hommes commencent à évoquer des sujets de plus en plus déplacés et malaisants, à tel point que le malaise s'installe et que la famille de Mickey ne parle même plus. Sa mère, ressentant que l'atmosphère pèse de plus en plus, elle demande alors aux hommes de partir. Cependant, ils insistent. Ils veulent tellement rester qu'ils commencent même à devenir violents et agressifs dans leur façon de parler. Les choses commencent vraiment à dégénérer et malgré que la mère de Mickey leur demande de quitter les lieux, les hommes ne bougent pas. Heureusement pour sa famille, la famille voisine leur vient en aide et il faut dire que le père de la famille voisine, c'est un ancien champion de boxe. Et ce voisin invite donc les hommes à partir loin d'ici d'une voix grave, ce qu'ils font finalement
en râlant. Franchement, sympa le voisin, hein. Il n'a pas peur. En même temps, je pense que si c'est un ancien champion de boxe, il doit plutôt faire peur, lui. La mère de Mickey remercie donc le voisin d'être venu à leur secours et c'est le retour au calme. Le lendemain matin, c'est l'heure du départ. Mickey dit avoir mal dormi cette nuit à cause de cette dernière soirée. Sa mère lui avoue qu'elle aussi a mal dormi et qu'elle en a profité pour faire sa valise pour partir le plus tôt possible et rentrer chez eux. Donc dès 8 heures, ils sont prêts pour 5 heures de route. Au bout d'une heure, la mère de Mickey remarque qu'une voiture suit le même itinéraire qu'eux. Mais la mère de Mickey pense qu'elle se monte un peu la tête à cause de la soirée d'hier et elle fait même des blagues en disant à Mickey et à sa fille que ce sont sûrement les mêmes hommes d'hier qui les suivent. Vers 14 heures, ils arrivent enfin chez eux. Ils déchargent la voiture et Mickey se pose dans sa chambre pour une petite sieste. Il se réveille à 16 heures, le ventre qui gargouille. Et oui, l'heure du goûter, c'est primordial quand on a 12 ans. Donc Mickey va alors dans la cuisine chercher une crêpe et s'installe devant son dessin animé préféré, Gumball, puis il entend toquer. Sa mère étant occupée, c'est lui qui va à la porte. Il l'ouvre alors et reconnaît Antoine, l'un des 3 hommes qui étaient avec eux au camping la veille. Et là, Mickey a le réflexe de folie. Il referme la porte au nez de l'homme et ferme le verrou avant que l'homme n'ait le temps d'entrer. Et il entend l'homme hurler derrière la porte. Paniqué, il n'arrive pas à sortir un son de sa bouche pour prévenir sa mère. Vous savez, cette sorte de paralysie qui nous prend quand la peur nous envahit. Et ben là, Mickey, il a ça. Il marche alors tout tremblant vers sa mère et essaie tant bien que mal de lui expliquer qui est derrière la porte. Il arrive enfin par lui expliquer rapidement et sa mère finit par fermer toutes les fenêtres et tous les volets et appeler la police. La mère explique la situation et quelques dizaines de minutes plus tard, la police arrive. Malheureusement, ils ne retrouvent aucune trace de cet homme et l'affaire s'arrête là. Mickey dit qu'ils n'ont jamais eu de nouvelles et il espère ne plus jamais revoir ces hommes de sa vie. Mais que ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas repartis en camping. Ils ont juste changé d'endroit pour être sûrs de ne jamais les recroiser. Encore une fois, merci à toi pour cette histoire qui m'a donné des frissons dans le dos. Surtout que je sais ce que c'est le camping et que c'est tellement possible le fait d'inviter des gens à dîner à la dernière minute sans vraiment les connaître parce que c'est plus convivial le camping. Bref, pour remercier Mickey de sa participation, s'il vous plaît, faites exploser la barre des likes. Et maintenant, installez-vous bien confortablement car c'est la dernière histoire et elle est tout aussi flippante. Cette histoire, c'est l'histoire de Léa et elle se passe en mai 2022 sur la belle île de la Nouvelle-Calédonie. Une île que j'aimerais énormément visiter d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Donc c'est le début du week-end et Léa et ses 3 copines qui ont une vingtaine d'années décident de sortir en boîte fêter l'anniversaire de l'une d'elles. La mère de Léa, pour l'occasion, décide de lui prêter sa voiture pour qu'elles puissent toutes les 3 y aller sans restriction d'horaire, car de base les parents doivent à chaque fois venir les rechercher vers minuit. Sa mère lui prête donc sa voiture à une seule condition, qu'elle soit prudente et pas d'alcool. Alors Léa, elle est hyper heureuse et elle va prendre son rôle de Sam très au sérieux. Surtout qu'elle ne veut pas décevoir sa mère pour pouvoir emprunter sa voiture pour d'autres occasions. Du coup, elle ne boit que du soft toute la soirée, mais ça ne l'empêche pas du tout de profiter avec ses 3 amis. Bref, les 4 copines s'éclatent. Elles rigolent ensemble et bien sûr, elles mettent le feu sur le dance floor. Yeah. Enfin bref, vous voyez le genre de soirée hyper cool où tout va pour le mieux. Quand Léa et ses amis sortent finalement de la boîte, il est aux alentours de 2 heures du matin. Ses copines sont-elles un peu saoules? Alors, aucun jugement, elles ne sont pas Sam, elles ont le droit. Et comme convenu, Léa, elle les ramène une par une. Merci à toi Léa, t'es une vraie copine. Une fois tout le monde déposé, sain et sauf, il est 2h30 et Léa n'a qu'une seule envie, rentrer chez elle pour retrouver son lit. Sur le chemin du retour, Léa, elle roule tranquillement. Elle est contente d'avoir passé une super soirée et d'un coup, elle entend une moto qui se rapproche peu à peu de sa voiture. Le motard lui fait des signes de la main et des appels de phare comme s'il voulait que Léa s'arrête. Et sans trop réfléchir, Léa, elle fonce dans le premier parking qui se présente sur le côté de la route. Bon, vous vous en doutez bien, le motard la suit, gare sa moto derrière Léa, descend de sa moto et la rejoint à sa fenêtre. Il faut que vous sachiez que Léa, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie et qu'elle n'a jamais eu de problème auparavant. Léa, elle adore son île et elle trouve que les gens y sont
hyper chaleureux, hyper accueillant. Mais bon, sa maman, qui a plus de vécu que Léa, elle n'est pas vraiment du même avis et impose quand même à sa fille d'avoir une bombe de spray au poivre dans son sac, juste au cas où, on sait jamais. Enfin bref, clairement Léa, elle est pas trop inquiète par rapport au motard, mais plutôt par rapport à la voiture de sa mère. S'il y a un problème, elle ne pourra plus jamais l'emprunter. Mais elle garde quand même une main sur son spray au poivre qui est dans sa portière avant. Donc Léa descend la vitre, l'homme enlève ses gants et ouvre sa visière. Il lui explique que quelque chose pend à l'arrière de son véhicule. Instinctivement, Léa, elle sort de la voiture en laissant le moteur tourner et la porte ouverte tellement elle a peur de découvrir que la voiture a un coup. Donc elle va rapidement à l'arrière de la voiture pour l'inspecter et se penche en se disant que sa mère va l'engueuler. Sauf que c'est à ce moment que tout dérape. En quelques secondes, l'homme attrape les cheveux de Léa par derrière et il lui plaque le ventre contre la portière arrière. Imaginez un peu la scène horrible. En plus, l'agresseur, il a un casque, on ne voit qu'une partie de son visage par la visière. Mais juste ça. Donc forcément, par instinct, Léa, elle se met à crier de toutes ses forces. Mais bon, à presque 3 heures du matin, dans un parking ultra sombre, il n'y a pas grand monde. Donc l'homme insulte Léa et lui dit de se taire. Léa, à ce moment, elle sait qu'elle doit tenter quelque chose pour s'en sortir. Donc au moment où l'individu approche sa main pour faire taire Léa, elle lui mord le pouce de toutes ses forces. Forcément, l'homme se met à crier et essaie de dégager son doigt de la mâchoire de Léa. Et pour ça, son premier réflexe est de se reculer et lâcher la pression qu'il a mis pour plaquer Léa contre la portière. Léa, elle en profite directement pour se dégager et récupérer dans sa portière avant son spray au poivre. Et oui, un spray au poivre dans un sac en boîte, ça prend de la place. Et Léa a sûrement fait la chose qui va lui sauver la vie. Se débarrasser de son spray au poivre dans la portière avant d'aller en boîte. Bon, l'homme, comme je le disais, a sa visière ouverte. Du coup, au moment où l'homme veut revenir vers elle, encore plus énervé qu'avant à cause de la morsure de Léa, elle l'envoie un énorme coup de jet de poivre dans ses yeux. Le motard se met à hurler, frotte ses yeux comme il peut, malgré son casque. Et Léa, elle en profite pour le pousser le plus fort possible pour le déstabiliser et rentre dans sa voiture, la verrouille et démarre. En un rien de temps, Léa sort du parking et regarde dans le rétro si elle n'est pas suivie. Mais elle voit juste l'homme en agonie en train de se frotter les yeux. Dans la voiture, Léa, elle se met à crier d'un coup pour évacuer tout le stress qu'elle a et commence à pleurer, puis elle rentre chez elle encore tremblante. Peu avant 3 heures du matin, Léa arrive chez elle, elle réveille sa mère et lui explique toute l'histoire. Léa remercie sa mère de l'avoir obligée de prendre ce spray au poivre, puis sa mère appelle la police et Léa fait une déposition de plainte. Au final, et par chance, elle n'a pas de séquelles physiques graves. Elle a quelques cheveux arrachés et des hématomes. Mais ça aurait pu être bien pire. Une semaine après cette histoire, l'agresseur a été arrêté et a nié tous les propos de Léa. Il a même dit que c'est Léa qui l'avait agressé. Léa va aussi apprendre par la suite que son agresseur l'avait en fait suivi depuis la sortie de la boîte et ça faisait environ 15 minutes qu'il était derrière sa voiture. Et devinez quoi ? La déposition de Léa a aussi permis à une autre fille de déterminer qu'elle a eu le même agresseur que Léa et ce même homme a violé cette fille quelques mois plus tôt sans qu'elle ne puisse l'identifier. En bref, cet homme, c'était un prédateur et on sait clairement ce qu'il aurait fait à Léa s'il avait réussi à la maîtriser. Et entre le moment de cette histoire et le moment où je vous la raconte, cette personne est passée au tribunal, mais on n'a pas de nouvelles depuis pour savoir quelle est sa peine. Il faut savoir que depuis, Léa, elle ne sort plus sans son spray au poivre et elle a pris des cours de self-défense. Et franchement, on peut la comprendre. Et je dois vous avouer que moi aussi, j'ai un spray au poivre. C'est mon frère qui me l'a donné et heureusement pour moi, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Dites-moi si vous en avez un en commentaire et sinon, je vous conseille vivement de vous en procurer un. Ça peut vraiment servir en cas d'urgence comme vous pouvez le voir. Pour cette première histoire, on va partir à Paris, dans le 93, rejoindre Lorraine. Alors Lorraine, c'est une célibataire de 26 ans qui a un métier si prenant qu'elle a très peu de temps pour rencontrer le grand amour. Elle travaille pour General Electric, pour ceux qui connaissent, et voyage donc à travers le monde pour organiser des réunions et des colloques. Alors pour ceux qui savaient pas comme moi, des colloques, en fait, c'est juste des sortes de débats entre collègues. Lorraine explique que son boulot lui prend vraiment beaucoup de temps, car en moyenne, elle est 5 mois par an loin de chez elle. Et donc forcément, c'est compliqué pour elle
de faire des rencontres et d'avoir une relation sérieuse. Maintenant que le contexte est posé, on rentre dans le vif du sujet. On est en avril 2014 et Lorraine vient de rentrer de Chicago. Le vendredi soir, elle organise chez elle une petite soirée avec 4 de ses copines, histoire de faire la fête et de passer du bon temps. Lorraine explique qu'elles se connaissent depuis très longtemps et elles font souvent ce genre de soirée entre filles. Sauf que cette fois, c'est un peu particulier parce que pendant la soirée, il y a une de ses amies qui n'arrête pas de parler de son nouveau copain. Il est gentil, il est attentionné, il fait la cuisine et s'occupe d'elle. Bref, tout l'inverse de moi. En gros, c'est le nouveau petit copain parfait que Lorraine aimerait tant. Alors Lorraine, elle dit qu'elle a trop de chance forcément et qu'elle aimerait trop rencontrer un nouveau mec comme lui aussi. Et c'est comme ça que ses 4 amis vont avoir la bonne idée de lui créer son profil Tinder. Bon, je rappelle pas ce que c'est Tinder, tout le monde connaît. Lorraine télécharge donc l'application Tinder et ses amis lui créent un profil avec plusieurs photos, une belle description et c'est parti. On va pas se le cacher, quand on est une fille, sur Tinder, c'est beaucoup plus facile d'avoir des matchs. Et là, ça va pas rater du tout. Le lendemain matin, au réveil, Lorraine, elle ouvre Tinder et elle peut apercevoir 23 matchs. Donc sympa comme réveil. Mais malheureusement, la plupart des messages qu'elle a reçus sont des classiques comme « Salut, tu vas bien ? Tu veux pas qu'on apprenne à se connaître ?» etc. etc. Donc je vous fais pas un dessin, Lorraine, ça la motive pas trop, ça la démotive même d'être sur Tinder. Mais bon. Il faut savoir que finalement, au bout de 3-4 jours, elle reçoit un message qui est assez original d'un garçon qui lui plaît et a priori, il est un peu beau gosse, donc elle répond et vont même se mettre à discuter. Alors malheureusement, c'est une période où Lorraine a beaucoup de travail, donc elle voyage en permanence, mais ça n'a pas l'air de la gêner. Il lui dit qu'ils se verront quand elle pourra, il ne la brusque pas, et c'est vraiment ce que Lorraine espérait. Ils vont même échanger leurs réseaux sociaux et parlent régulièrement, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou Snapchat, pour discuter plus facilement que sur Tinder. Et on va pas se le cacher, ça permet aussi à Lorraine d'en apprendre davantage sur ce garçon qui s'appelle François. La seule chose qui l'a fait tiquer un petit peu, c'est qu'il ne travaille pas actuellement, mais bon, pour Lorraine, c'est pas un problème. Elle a connu aussi des moments où elle n'avait pas de travail, donc rien d'alarmant. Finalement, arrive le moment du premier rendez-vous, et Lorraine explique qu'elle est plutôt stressée, parce qu'elle a envie que ça se passe bien. Et surtout, ça fait un moment qu'elle se concentre sur sa carrière, et qu'elle n'a pas eu de rendez-vous de ce genre, donc elle a aussi un peu perdu l'habitude de faire ça. Le soir donc arrive, ils se rencontrent dans un restaurant plutôt chic, et la soirée se passe vraiment très bien. Il est drôle, intéressant, mignon. Lorraine explique qu'à ce moment-là, elle est sous le charme. Et là vient le premier hic. Au moment de payer, elle se dit, comme il n'y a pas d'emploi, elle propose de payer l'addition. Il y en a pour à peu près 200 €, ils se sont fait plaisir. Donc elle trouve ça normal qu'elle s'occupe de régler le resto parce qu'il est au chômage tout simplement. Mais là, François refuse et dit, c'est pour moi, je t'invite, il est galant, super. Bon, et après tout, c'est vrai, on peut avoir de l'argent de côté quand on bosse pas, mais c'est clair que Lorraine, elle trouve ça un peu bizarre. Puis François, du coup, va raccompagner chez elle Lorraine en taxi et la laisse rentrer sans même tenter de finir la soirée avec elle. Ce qui lui fait plaisir à Lorraine, car elle est contente de pas tomber sur un lourd, mais de l'autre côté, elle est déçue parce qu'elle aurait bien aimé continuer la soirée avec. Et par la suite, ils vont se revoir pendant plusieurs mois. Et à chaque fois, Lorraine nous dit qu'elle passe un excellent moment avec François. Alors, petit détail, il faut savoir qu'il ne se voit jamais chez François. C'est toujours dans des lieux publics, dehors ou même chez Lorraine. Mais c'est vraiment jamais chez François. Et Lorraine, au début, ça la dérangeait pas trop. Mais petit à petit, elle comprend pas trop pourquoi il ne la laisse jamais venir chez lui. Et elle trouve l'excuse de François un peu bidon, parce que François, il dit qu'il vit dans un petit studio, dans un piteux état, et que comme il n'a toujours pas de travail, il est obligé de rester là-bas. Il va même expliquer, voire même inventer à Lorraine que les toilettes et les douches, elles sont communs avec d'autres locataires, et clairement, c'est quelque chose qui la honte. Et Lorraine, tout comme vous, ne comprend pas comment François peut payer un resto à 200 balles, mais pour autant vivre dans un tout petit studio délabré. Bon, après, l'histoire continue d'après Lorraine, c'est simplement quelques mois plus tard, au bout de 5-6 mois, nous dit Lorraine, qu'elle va lui proposer de passer quelques jours ensemble pour voir s'ils pourraient vivre ensemble et s'installer ensemble par la suite. Une sorte de gros test. Et ça tombe bien parce que Lorraine ne travaille pas durant les 2 prochaines semaines, donc c'est le moment idéal pour passer du temps ensemble. Et François, il trouve ça super cool. Il est trop content, il arrive donc chez elle avec un sac de voyage et quelques affaires. Ils vont beaucoup sortir, beaucoup aller au restaurant et au cinéma et se faire des soirées dans des bars. Et c'est toujours François qui paye. Et Lorraine n'a toujours pas oublié que lui, il n'a pas de travail, donc il n'a pas d'argent. Donc quand Lorraine lui demande où il trouve l'argent, il répond simplement qu'il a reçu un héritage de son grand-père il y a quelques années et qu'elle n'a pas à s'en faire de l'argent. Alors franchement, ok, ouais, ça tient debout, bonne excuse. Et Lorraine explique que les 3 premiers jours se passent à merveille, sauf que le matin du 4e jour, alors que François est sous la douche, Lorraine, elle aperçoit dans son sac, qui est resté ouvert sur le côté, une sorte de grand étui rouge, un peu chelou avec un ruban rose. Elle se dit que c'est peut-être un cadeau pour elle, donc la curiosité la pousse donc à sortir l'étui, qui est étrangement lourd. Mais lorsqu'elle défait le nœud, l'étui s'ouvre et c'est en fait un set complet de couteaux.
Il y a donc sur son lit une sorte de quinzaine de couteaux, d'instruments, d'outils qui viennent du sac de son copain. Et là, vous pouvez vous dire que c'est un set de couteaux de cuisine tout neuf qui peut effectivement être offert en cadeau. Mais non, Lorraine, elle décrit ce set de couteaux et ça fait froid dans le dos. Elle dit qu'on peut y voir ce qui s'apparente à du sang séché un petit peu sur les couteaux. Alors je le précise, il n'y a pas vraiment que des couteaux, c'est plein de petits outils qui pourraient, à la première vue, servir à la cuisine, mais en fait, on va découvrir que c'est pas du tout ça. Parce que pire encore, elle va voir des outils très pointus qu'elle n'a jamais vus de sa vie et clairement, on est plus sur des instruments de torture, on y vient, plutôt que des ustensiles de cuisine. Lorraine, elle se met à paniquer, elle a des sueurs froides, et je pense que c'est une réaction tout à fait normale quand on voit une sorte de set de cuisine, je vais appeler ça un set de couteaux, mais d'instruments de torture, avec du sang séché dessus, etc. Et il faut savoir que François, il a fait ce sac exprès pour venir la voir. C'est essentiellement des affaires qu'il a pris de chez lui pour s'installer chez Lorraine. Donc pourquoi y avoir apporté un étui de ce genre ? Enfin même, tout simplement, pourquoi avoir ça ? Je pense que n'importe qui regarde cette vidéo n'a pas ça chez lui. Elle se dépêche donc de refermer l'étui sans faire de bruit, et de le replacer dans son sac. Lorraine, elle est encore sous le choc, et c'est normal, elle a le réflexe de prendre son sac, de sortir de l'appartement et file en direction de la maison de ses parents, qui se trouve à une bonne demi-heure en métro. Et Lorraine, durant tout le trajet, elle se pose des questions. Elle est sous le choc et elle s'imagine tous les scénarios possibles dans sa tête. Est-ce que c'est un souvenir de son grand-père qui lui a transmis son héritage ? Ou est-ce que ce François, ce garçon si beau, si propre sur lui, ne cacherait-il pas quelque chose ? À ce moment-là, Lorraine, elle a trop peur et elle est en flip total, surtout qu'elle va recevoir un message qui va lui glacer le sang. Ce message, c'est bien sûr François qui va l'envoyer, et ce message, c'est « Je t'attends, tu es où ?» Et je sais pas vous, mais si j'étais Lorraine, je peux que m'imaginer ce mec attendre debout, en plein milieu du salon, avec tous ses instruments de torture étalés sur le sol. Et Lorraine, dans le métro, elle a 2 doigts limite de perdre connaissance tellement elle est pas bien, en fait, d'imaginer ça. Lorraine, elle arrive chez ses parents et raconte les énormes doutes qu'elle a sur son nouveau petit copain. Et vous l'aurez deviné, le père de Lorraine, lui, il est hors de lui et veut directement se rendre à l'appartement de Lorraine pour dégager ce mec. Ah ouais, franchement, on rigole pas avec le père de Lorraine et c'est normal. Et clairement, c'est ce qu'ils vont faire. Les parents de Lorraine sortent la voiture et foncent en plein Paris jusqu'à l'appartement de Lorraine. Et devinez quoi ? Arrivé sur place, personne de l'appartement. François a complètement disparu, ses affaires ne sont plus là, et il y a un détail qui va bouleverser Lorraine, c'est de voir que dans sa chambre, il y a le petit ruban rose qui était accroché à l'étui, qui se trouve au pied de son lit. Et sur son lit, elle y voit une grande lame accrochée, toute neuve, et un petit mot, celui-ci, je le garde pour toi. Et c'est comme ça que va se finir l'histoire de Lorraine qui n'entendra plus jamais parler de ce mec malgré le fait qu'elle ait immédiatement porté plainte auprès de la police. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ce mec demeure à ce jour introuvable. Alors vous vous doutez bien qu'il s'appelait certainement pas François, il habitait certainement pas dans un petit studio, mais bref, Lorraine explique qu'elle est traumatisée car elle a vécu presque 6 mois en couple avec un mec qui n'était pas vraiment ce qu'il prétendait être. Et surtout Lorraine, en fait, elle en reste traumatisée. Elle est sûre que durant les 2 semaines, il serait forcément passé quelque chose de terrible pour elle. Donc vous l'imaginez bien aussi, Lorraine, elle a supprimé son profil Tinder depuis et elle est retournée chez ses parents. Elle a même entamé les démarches pour vendre son appartement car pour elle, c'était plus possible de passer 1 minute seule chez elle. Elle aurait trop peur que ce mec débarque ou surgisse de nulle part et s'en prenne à elle. Bon, on a démarré cette vidéo avec une histoire qui est plus que creepy. Maintenant, si vous êtes prêts, on passe à la seconde histoire. Et n'oubliez pas, la dernière histoire, c'est peut-être la meilleure de cette vidéo, c'est celle de Michel. Et je vous l'ai promis, je suis sûr et certain que tout le monde en commentaire va commenter Michel, tellement son histoire est incroyable. Bon, place à la seconde histoire et celle-ci va clairement vous donner l'envie de visiter un lieu abandonné. Ou pas en fait. On parle ici de l'histoire de Sébastien qui a fait un subreddit spécial et le truc dingue, c'est que cette histoire se passe à Roubaix et effectivement, comme j'habite pas loin, il se passe parfois des trucs chelous là-bas. Alors vraiment très chelous. Et maintenant que c'est dit, je voudrais vous mettre dans le contexte. Cette histoire se déroule dans un hôpital abandonné. Imaginez déjà le flip, ceux qui ont déjà fait de l'urbex ou ceux qui ont visité des lieux creepy abandonnés, vous devez connaître cette ambiance et là vous allez pas être déçus. Donc l'histoire commence le samedi 25 août 2021 et à ce moment-là, Sébastien, on va l'appeler Seb, il a 22 ans. Seb, il appelle un ami à lui pour prendre des nouvelles. Et cet ami, c'est Quentin. Et Quentin, il est censé passer la soirée avec Seb et un autre ami qu'on appellera Brian. Donc, c'est naturellement qu'ils s'appellent pour préparer leur soirée. Donc, Quentin répond au téléphone et il propose pour la soirée d'aller sur Roubaix car il a entendu parler d'un endroit abandonné qu'il aimerait bien explorer. Sébastien, lui, il est trop motivé à l'idée de faire de l'urbex et faire de l'exploration avec son meilleur ami. Donc, il accepte sans hésiter. Vers 18h, Seb arrive donc à Roubaix et il rejoint Quentin. Alors, je l'ai pas précisé, mais leur ami Brian, lui, ne le rejoindra que plus tard, vers 20h.
Quentin, il emmène ensuite Seb devant un énorme bâtiment qui semble complètement abandonné. Et oui, c'est l'ancienne maternité de Roubaix. Et pour Quentin et Sébastien, c'est le paradis devant eux. Il y a vraiment une maternité et un hôpital qui est vraiment similaire. Enfin, pour avoir déjà du coup été, pour vous donner une image, il y a vraiment la maternité et l'hôpital qui est à côté. Il y a des vitres cassées, les murs sont abîmés et l'intérieur des pièces a l'air ultra sombre vu de l'extérieur. Moi, personnellement, je trouve ça trop bien, ce genre d'exploration, ce genre d'urbex. Et dites-moi si vous aussi en commentaire, c'est quelque chose qui vous attire. On reprend l'histoire, du coup, Quentin, il explique que c'est une maternité abandonnée depuis un peu plus de 4 ans et que juste à côté de la maternité, il y a un hôpital qui lui aussi est abandonné. Et du coup, j'ai vérifié, oui, cet endroit existe bien vraiment à Roubaix et il y a même mon frère qui est né il y a des années là-bas. Clairement, les deux amis, ils sont jeunes, ils aiment l'adrénaline et ils ont juste envie de s'amuser. Donc, ils décident de pimenter un peu leur début de soirée en rentrant dans cette maternité abandonné. Donc il précise qu'il visite les lieux alors qu'il fait encore jour et que l'intérieur du bâtiment est finalement assez bien éclairé grâce au soleil, donc les amis n'ont pas vraiment peur. Du coup, tout se passe bien, il est à peu près 19h30, 20h, et les deux amis doivent partir pour rejoindre Brian. Et au passage, oui, on est d'accord, Brian c'est vraiment un prénom typique du nord de la France. À 3, ils décident d'aller manger et Sébastien explique que lorsqu'ils mangent, ils discutent entre eux de ce lieu abandonné qu'ils viennent de visiter et ils se disent que de nuit, ça doit être quand même beaucoup plus flippant. Et en plus de ça, Brian a l'air d'avoir vraiment envie de découvrir aussi ce lieu. Clairement, Brian, il passe souvent devant, mais il n'a jamais osé y aller seul et encore moins de nuit. Donc après une longue discussion, ils décident de se chauffer pour y retourner tous les trois une fois la nuit tombée. Alors pas sûr que ce soit le meilleur des plans, car Roubaix la nuit, c'est pas toujours super safe quoi. Donc là c'est bon, il est 21h, il fait très sombre et Seb explique qu'arrivé devant la maternité, il a tout de suite senti que l'ambiance était beaucoup plus sombre et beaucoup plus pesante. Rien à voir avec leur excursion quelques heures auparavant. Donc là pour commencer, ils visitent d'abord l'hôpital qui est situé à quelques pas de l'ancienne maternité et tout naturellement ils sortent leur téléphone pour utiliser les flashs comme lampe torche. Pendant les premières minutes, tout se passe bien, c'est même drôle pour Sébastien et Quentin qui voient Brian qui est pas du tout à l'aise car c'est sa première fois qu'il fait de l'exploration ou de l'urbex et ça je trouve ça génial, c'est comme quand tu vas voir un film d'horreur et que tes potes ils ont trop peur, ils ont plus peur que toi. Moi je sais pas mais moi ça me fait avoir encore moins peur, je sais pas si c'est pareil pour vous. Sébastien explique que dans l'hôpital il y a vraiment rien de fou donc il se dirige assez rapidement vers la maternité car a priori les sous-sols la nuit c'est incroyable. Bon je crois qu'on n'a pas la même définition du incroyable. Sauf que tout va pas se passer comme prévu à la maternité. Dès qu'ils arrivent à l'entrée, à peine ont-ils posé leurs pieds dans le hall, qu'ils entendent des bruits de pas dans les couloirs à l'étage. Alors je précise pour y avoir déjà été quand c'était encore ouvert, il y a à peu près 3 étages de mémoire. Il y a 2 ou 3 étages. Et là, les 3 amis, ils ne bougent pas et ils écoutent attentivement les personnes, le type de personne qui peut être dans la maternité. Alors là, faut imaginer la scène. Vous voyez une bande de jeunes qui est mobile dans le noir, dans une maternité abandonnée, en mode mi-détective, mais mi-effrayé quand même. Parce que oui, il y a l'air d'avoir des autres visiteurs dans le bâtiment et qui connaît leur intention. Et Sébastien remarque que les bruits sont de plus en plus proches, comme si les personnes se dirigeaient vers eux. Alors, ils entendent même courir dans l'escalier et l'angoisse monte d'un coup. C'est assez stressant d'entendre ça, mais ils se disent que ça doit être une bande de jeunes comme eux qui ont le goût de l'aventure ou un truc comme ça. Et en soi, quand on fait de l'urbex ou qu'on visite des lieux abandonnés récemment, c'est presque normal de croiser d'autres curieux. C'est juste qu'on ne sait jamais si les intentions sont bonnes ou si elles sont mauvaises. C'est comme partout. De toute façon, les 3 garçons, eux, ils veulent aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol pour se donner un maximum de frissons. Donc, très peu de chances de croiser les autres visiteurs. Du coup, ils se dirigent en direction de l'escalier qui mène au sous-sol et descendent petit à petit tout en éclairant avec leur lumière de téléphone. Alors je précise quand même que pendant l'après-midi, Seb et Quentin n'étaient pas descendus au sous-sol. Et au sous-sol, grâce à leur lampe torche, ils voient que tout est retourné, c'est un vrai bordel selon Seb. Donc tous les 3 ils poursuivent leur exploration dans le sous-sol jusqu'à arriver de l'autre côté de la maternité. Alors je vous explique, elle est tout en long comme ça et ils ont démarré ici et en fait ils se retrouvent maintenant à peu près ici, à l'opposé du hall d'entrée qui se retrouve à gauche. Et arrivé au bout, pour eux c'était génial, ils ont vu pas mal de choses, c'était incroyable. Ils vont pour remonter l'escalier et qui les amènera du coup au rez-de-chaussée. Mais à ce moment-là, ils entendent quelques mètres derrière eux des bruits de verre. Des bruits de verre comme si quelqu'un marchait dessus. Les bruits, ils proviennent d'environ une dizaine de mètres de Sébastien et de ses amis. Du coup, ils éclairent avec leur flash, mais ils ne voient rien. Par contre, et ça fait froid dans le dos, ils entendent une respiration pas très loin d'eux. Ils sont alors terrifiés et Brian va demander s'il y a quelqu'un, mais rien, pas un bruit. Nos amis donc se dirigent assez rapidement vers l'escalier et quand tout à coup, alors qu'ils sont en haut de l'escalier, ils entendent des pas de plus en plus forts, de plus en plus rapides qui provient du bas des escaliers. Nos 3 amis vont se retourner, ils vont pointer leur flash en direction du bas des escaliers et vont voir apparaître un homme aux cheveux longs courir vers eux. Seb explique que ça a duré une demi-seconde avant qu'il fasse
tous demi-tour et fassent le plus gros sprint de leur vie en direction du hall d'entrée pour sortir de là. Et ils sortent de la maternité, vont se mettre derrière une voiture, puis observent en direction de la maternité. Et là, ce qu'ils voient les choque, parce qu'ils voient un homme d'une quarantaine d'années environ, cheveux gras, très sale sur lui, sortir de la maternité avec ce qui s'apparente à une grosse barre de fer. Alors heureusement pour Seb et ses amis, ce type n'a pas vu où ils étaient cachés, et c'est au bout de quelques secondes seulement que l'homme repart en direction de la maternité et disparaît de leur champ de vision. Après ça, Seb et ses potes ne sont plus retournés dans cette maternité, et franchement, c'est normal. Mais à ce jour, ils se posent plein de questions et vous allez m'aider à trouver la réponse. Est-ce que les bruits de l'étage provenaient de ce type qui était descendu du coup dans le sous-sol avec eux, ou, et moi j'aime bien cette théorie-là, est-ce que le mec était déjà dans le sous-sol et ils sont passés devant lui sans le remarquer, et c'est après qu'il s'est senti peut-être agressé ou quoi, c'est peut-être un squatter qui a voulu entre guillemets les chasser. Et c'est surtout ça la question, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il s'est mis à les suivre tout doucement, puis ensuite courir après avec une barre de fer? Alors malheureusement, on ne saura pas plus sur cette histoire, et c'est vraiment dommage, mais pour ceux qui habitent dans le nord de la France, je veux bien venir avec vous pour aller voir cette maternité abandonnée, mais perso, encore une fois, j'irai pas solo. Bon, je vous l'avoue, là je suis très content de raconter cette histoire, parce que elle est juste incroyable. Bon, on est à la troisième et dernière histoire et on va aborder une mécanique qu'on n'a jamais vue sur la chaîne et ça me fait trop plaisir de vous la partager. Mais préparez-vous car c'est franchement badant ce qu'a vécu notre protagoniste. Et notre protagoniste, qui c'est? C'est Michel, un homme d'une soixantaine d'années qui est à la retraite mais qui continue à travailler en tant que chauffeur Uber pour arrondir ses fins de mois. Michel indique qu'il travaille régulièrement mais sans se donner d'horaire fixe. Il fait ça comme on dit pour combler sa retraite, mais surtout il fait ça pour voir du monde et discuter avec de nouvelles personnes tous les jours. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais Michel est veuf et donc se sent souvent seul sans sa femme, donc il comble, on va dire, le manque par ça. Donc Michel, quand il a du temps libre, il ouvre son application Uber et se met en ligne pour travailler quelques heures. Il explique aussi qu'il habite près de Paris et qu'il se retrouve souvent en plein centre de Paris car c'est là qu'il y a le plus de courses à faire. Et ça fait donc plusieurs années que Michel a sa petite routine et que tout se passe super bien. Il dit que c'est vraiment cool de rencontrer tout type de personnes, même si parfois il tombe sur des personnes qui ne décrochent pas un mot lors de la course. Mais bon, Michel, il aime bien quand même, ça lui permet de ne pas être seul, donc c'est ok pour lui. Et il faut savoir aussi une chose importante, c'est que Michel a l'habitude de travailler jusqu'à 20h, 21h grand max, c'est tout. Un soir d'hiver, il s'avère que notre ami Michel va vivre un véritable cauchemar sur l'application Uber et pour une fois, c'est pas un client mais du coup un chauffeur qui va vivre une très mauvaise expérience. Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien que cette histoire soit différente de ce qu'on voit très souvent. Mais bon, trêve de banalité, on reprend. On est alors en hiver, il est 20h45, Michel décide qu'il va faire une dernière course puis ça sera fini pour aujourd'hui. Michel accepte donc sa dernière course, il arrive donc à l'adresse pour récupérer une personne, sauf que c'est pas une personne qui attend sur le trottoir, mais 3 hommes. Et pas 3 petits bonhommes, c'est vraiment 3 hommes qui sont bien carrés. Bon, ça arrive de récupérer plusieurs personnes, donc après tout, pourquoi pas, ça choque pas vraiment Michel, sauf qu'il a vraiment un mauvais feeling à ce moment-là. Et vous savez, des fois, il y a des personnes, on les sent tout simplement pas. Bon, malgré tout, tout se passe bien au début, même si Michel il tente de leur parler, mais il y a aucune des 3 personnes qui leur répond. Donc vraiment l'ambiance pas trop cool quoi. Et en même temps, il entend qu'ils se parlent entre eux dans une langue qu'il ne connaît pas et lui il aime pas trop, c'est pas vraiment sympa, il est un peu mis de côté. Alors c'est sûr, un chauffeur Uber c'est pas là pour faire la discussion, mais je trouve ça pas très respectueux. Et Michel explique qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est ni de l'anglais ni de l'espagnol parce que c'est les seules langues qu'il maîtrise et il sait que c'est pas ça comme langue. Mais ça va pas s'arrêter là. Michel, déjà il voit que la destination à laquelle il doit amener les hommes, elle est très loin hors de Paris. Et pire encore, il n'a jamais été là-bas, tout simplement car c'est un quartier qui a pas forcément une bonne réputation. Donc mi bout à bout, Michel il commence à regretter un petit peu d'avoir pris la course, il passe pas la meilleure course Uber de sa vie. Et de plus, plus les minutes passent, car oui, il y a bien 25 minutes pour arriver à la destination, les 3 hommes, eux derrière, ils rigolent très souvent entre eux, ils parlent encore une fois dans leur langue, et ils se sentent vraiment pas à l'aise. Et c'est toujours dans une langue étrangère. Et encore une fois, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je suis dans un Uber, que ce soit à l'étranger ou en France, je parle toujours la même langue que le conducteur, par respect. Parce que je trouve ça un peu déplacé, en fait, de faire des conversations privées alors qu'il y a un chauffeur qui est là. Bon, peut-être que je suis un peu vieille école, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, je comprends, moi, Michel qui se sent mal à l'aise, en fait. Et là, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Une fois arrivé à destination, Michel remercie poliment les 3 hommes et les invite à descendre, sauf que les 3 hommes ne bougent pas. L'ambiance se dégrade encore plus, et pire encore, les 3 hommes demandent à Michel de les déposer un peu plus loin, sinon il mettra une très mauvaise note sur Uber. Et ouais, ça franchement, ça agace vraiment qu'un client se sente tout permis. Alors vous l'aurez compris, moi je kiffe Michel dans l'histoire et vous allez voir par la suite, à la fin de l'histoire, pourquoi je le kiffe vraiment. Michel va refuser parce qu'il est passé 21h, il a fait sa course, il veut rentrer chez lui et en plus il n'y a aucune obligation de le faire. Il l'a déposé où est-ce que l'application lui a dit de les déposer, donc c'est tout. Et là l'ambiance se dégrade davantage, les 3 hommes s'énervent et l'insultent de tous les noms.
Et Michel raconte quand même que grâce à la vitre en plexi qu'il a mis entre l'avant et l'arrière de sa voiture dû au Covid, ça l'a certainement aidé à pas prendre des coups car il devenait de plus en plus agressif et violent. Et suite à ça, Michel il dit qu'il va les conduire là où ils veulent. En même temps, il a pas vraiment le choix, il est face à 3 hommes qui sont très menaçants. Donc il se dirige au bout de la rue vers un endroit qui est très sombre et clairement il sent que c'est la fin pour lui. Il sait pas ce que veulent les 3 hommes et c'est certainement pas du bien. Et là préparez-vous parce que Michel il a un courage de malade et c'est pour ça que je le kiffe. Il a pas envie de subir ce que les hommes ont prévu de lui faire, donc il met un gros coup de volant, ce qui va surprendre les 3 passagers derrière et il fonce et s'encastre dans une voiture. Et là bingo, l'alarme de la voiture qui s'est fait encastrer se met à sonner, ce qui est une bonne chose car des voisins vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe. Et puis Michel, comme il a anticipé le coup de volant, il a pu mieux amortir le choc et sort donc très vite de la voiture et fonce loin de la voiture. Alors je rappelle que c'est un soixantenaire, donc disons qu'il marche vite, mais a priori il avait l'air d'être en forme quand même. Par chance, il voit un night shop pas très loin, donc décide de le rejoindre. Et heureusement pour lui, il va tomber sur un vendeur qui va prendre soin de lui, qui va le prendre en charge, et ils vont même appeler la police qui va rapidement arriver sur les lieux. Franchement, big up à Michel qui, malgré l'âge, a fait preuve de courage et d'une force de caractère qui peut en faire rougir plus d'un. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien la police est donc arrivée sur les lieux, ils ont retrouvé la voiture de Michel avec les portières grandes ouvertes, mais malheureusement aucune trace des 3 hommes à l'intérieur de la voiture. Et jusqu'à ce jour, Michel n'a laissé aucune autre indication. Donc on ne sait pas s'ils ont été retrouvés via la réservation Uber, même si on doute que c'était avec un téléphone volé selon Michel. Mais c'est pas tout, je voudrais vous parler une dernière fois de l'homme le plus courageux de cette vidéo. Michel. Et d'ailleurs, je pense qu'après, ce que je vais vous dire, ce serait cool que chacun mette en commentaire le nom Michel, comme j'ai dit en début de vidéo. Pour moi, il faut juste respecter son courage. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il regardera son propre thread d'horreur, là maintenant. Et donc, dernière chose, Michel a expliqué que malgré cette mésaventure, il n'a pas supprimé Uber et a repris les courses après avoir réparé sa voiture, car pour lui, s'il l'arrêtait, ce serait un synonyme d'échec. Donc, bravo Michel. Bon, maintenant, préparez-vous parce qu'on passe à la première histoire et comme j'ai dit, c'est un fait réel qui s'est produit au Canada et j'adresse tout de suite ma force à Anna qui a vécu ce cauchemar. Alors je préfère prévenir, elle s'appelle pas vraiment Anna mais par souci certainement de confidentialité, elle a préféré rester anonyme. L'histoire se passe en juin 2023 et accrochez-vous bien car ça pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de parler à des inconnus, que ce soit sur un site de rencontre ou même dans un bar dans la rue. Donc Anna, c'est une très jolie femme de 25 ans, elle est plutôt extravertie, elle aime sortir et elle aime aussi rencontrer de nouvelles personnes. Au moment où l'histoire que je vais vous raconter se passe, Anna elle est célibataire et avoue ne pas vraiment chercher l'amour. Elle préfère, entre guillemets, papillonner comme elle aime bien dire. Et en fait, Anna elle sort d'une relation qui était assez longue et compliquée, qui l'a beaucoup affectée et du coup, elle ne compte pas revivre la même chose aussitôt, donc c'est pour ça qu'elle préfère papillonner pour l'instant. Je sais pas ce que j'ai mais j'adore le mot papillonner. Anna elle se dit aussi qu'elle est encore jeune et donc elle veut encore s'amuser avant de devoir s'engager à nouveau dans une relation sérieuse. Et c'est sa façon de penser et on la respecte pour ça. Alors bref, du coup comme beaucoup de jeunes de son âge, Anna elle est sur des applications de rencontres. Elle a beaucoup de matchs avec des garçons du coin et ça lui plaît bien, comme ça elle peut sélectionner les meilleurs profils qu'elle veut rencontrer. Et Anna dit que ça fait environ 6 mois qu'elle rencontre des garçons via l'application et elle n'a jamais eu de problème, du coup elle est du genre à rencontrer ses matchs sans vraiment prévenir ses amis. Et c'est là que commence cette histoire terrifiante. Un jour, après avoir échangé des messages pendant quelques jours avec un de ses matchs, le garçon invite Anna chez lui. Alors Anna, comme à son habitude, elle se méfie pas trop. En fait, ce garçon a l'air super cool et le feeling passe plutôt bien par message. Du coup, elle décide de prendre un Uber et de se rendre à l'adresse qu'il lui avait indiquée par message. Et c'est là que ça va venir un petit peu bizarre. Quand Anna arrive à la fameuse adresse, elle voit que l'immeuble a l'air assez abandonné et que la porte pour rentrer donc dans le bâtiment, elle est en mauvais état. Mais surtout, elle est entrouverte, comme si n'importe qui pouvait rentrer dedans. Donc à ce moment-là, Anna elle a une sensation qui est assez étrange, ça la rassure pas trop, mais pourtant elle va rentrer dans le bâtiment et va se rendre à l'appartement du jeune homme. Et elle se dirige à l'appartement du coup numéro 9, c'est le numéro que lui avait indiqué le garçon par message. Et une fois qu'elle arrive devant l'appartement du garçon, elle lui envoie un message pour lui dire qu'elle est arrivée, mais elle ne reçoit pas de réponse. Donc à ce moment, Anna elle est assez inquiète, mais décide de frapper à la porte de l'appartement numéro 9, comme convenu. Mais là, toujours pas de réponse, donc le malaise s'installe petit à petit en fait dans le bâtiment. Mais Anna, elle attend un petit peu en espérant avoir une réponse. Mais finalement, au bout de quelques minutes, elle retourne à l'entrée du bâtiment et explique qu'elle avait décidé de partir vu qu'elle avait aucune nouvelle du garçon. Et franchement, vous allez comprendre qu'Anna aurait vraiment dû partir à ce moment-là. En partant, elle entend une voix qui l'interpelle et vous l'aurez deviné, c'est ce garçon avec qui Anna a rendez-vous. Ils se font la bise, puis rejoignent son appartement. Et la première surprise, le garçon, il habite à l'appartement 15. Bon là,
clairement, elle est comme vous, Anna, elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc elle lui fait remarquer que c'est bizarre parce que lui avait dit par message que c'était l'appartement numéro 9, mais le jeune homme nie et il affirme qu'il n'a jamais dit ça. Du coup, Anna elle est un peu perdue et elle lui montre leur conversation sur son téléphone tout en rentrant dans l'appartement numéro 15. Là, mis devant le fait accompli, le garçon va pas répondre et va changer de sujet en lui offrant une cigarette. Alors Anna allume la cigarette et regarde autour d'elle. À ce moment-là, elle remarque que l'appartement est vraiment dans un état qui est horrible selon ses mots. Il y a des déchets partout, des canettes de bière vides qui traînent et des mégots par terre. Et en plus de ça, il y a une sorte de légère odeur de moisissure qui est assez forte dans l'appartement, à tel point que l'odeur de la cigarette ne masque même pas du tout cette odeur de moisissure. Et donc Anna, encore une fois, elle sent que plus le rendez-vous avance, plus il y a des trucs qui tournent vraiment pas rond. Et en plus, même si ça ne sent pas la drogue dans l'appartement, Anna elle remarque que le garçon, il a pas l'air vraiment net, comme s'il planait un petit peu. Et donc, très bon réflexe de la part d'Anna, elle se sent pas à l'aise, elle va dire au garçon directement qu'elle a une urgence et qu'elle doit partir. Et dans la vraie vie, c'est ce que toutes les filles doivent faire. S'ils se sentent pas bien, c'est juste logique, elles ont le droit de dire non, et c'est ce que fait Anna, et chapeau à elle. Le garçon regarde Anna et lui dit qu'elle devrait rester, car après, ils vont bien s'amuser tous les deux. Alors en vrai, il a pas vraiment dit ça, il a dit des choses beaucoup plus vulgaires, mais j'ai vraiment pas envie d'heurter la sensibilité de chacun qui est derrière son écran. Anna, clairement, elle est choquée, et surtout elle comprend pas, car le garçon à qui elle a parlé sur l'application, il était sympa et rien à voir avec ce mec qui est devant lui. Et pourtant, c'est bien sa photo, donc aucun doute, c'est bien lui. Ce qui fait qu'elle est totalement perdue, elle pensait pas du tout que c'était un garçon comme ça, qui prenait pas soin de lui, et en vrai, il y a aucun problème, c'est pas de la faute d'Anna, ça arrive de se tromper sur quelqu'un quand on discute juste sur un site de rencontre ou par message. Et donc c'est tout naturellement que Anna a peur et se rend compte que si elle sort pas de là le plus vite possible, il peut se passer quelque chose qu'elle a pas envie qu'il se passe. Donc ni une ni deux, elle se dirige vers la porte, la déverrouille, pose un pied dans le couloir, quand soudain en fait, elle ressent une énorme brûlure dans son dos. Et cette brûlure, elle est simplement causée par le mec, forcément, qui a utilisé sa cigarette pour lui brûler la peau et attirer son attention. Et Anna explique qu'elle a à peine le temps de se retourner, qu'elle se sent directement absorbée dans l'appartement. Et on le sait, c'est ce malade qui vient de faire ça. Anna tente de se débattre comme elle peut, mais physiquement, le garçon est plus fort que lui, donc impossible pour Anna de s'échapper pour l'instant. Et là, âme sensible, s'abstenir, Anna se fait frapper à plusieurs reprises, que ce soit dans le ventre, sur les côtes et au visage. Elle reste au sol, elle est sonnée, et elle n'arrive même plus à se relever à ce moment-là. Tout ce qu'elle voit, c'est que ce garçon est dans le sac d'Anna et est en train de récupérer son portefeuille. Et manque de peau pour elle, il y avait presque $200 dans son portefeuille en liquide. Anna explique que tout s'est passé très vite, car à peine il a volé tout ce qu'il avait dans le sac d'Anna, que ce garçon l'a prise pour la mettre dehors de l'appartement. Anna se retrouve donc projetée au sol dans le couloir, un peu sonnée et surtout sous le choc de ce qui vient de se passer. Et vous pouvez penser que pour Anna, le plus dur est passé. Eh bien non. Le garçon va une nouvelle fois s'en prendre à Anna violemment avant de rentrer dans son appartement. Il lui donne un gros coup de pied violent dans la mâchoire avant de refermer la porte derrière elle. Et c'est comme un coup de grâce que vient de recevoir Anna, car pour elle, elle est tombée dans les pommes quelques minutes. Après ça, Anna se relève comme elle peut, elle parvient à s'échapper en courant aussi vite qu'elle peut malgré son état. Et elle fait le choix de pas appeler la police tout de suite. Elle veut absolument être en sécurité chez elle à ce moment-là. Et entre-temps, ce même garçon lui a envoyé un simple message pour demander pourquoi elle n'est pas venue ce soir. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Je suis persuadé qu'il a fait ça pour se donner une sorte de mobile à la police. Vous voyez ce que je veux dire ? Clairement, c'est un malade en fait qui avait préparé son coup en fait. Et suite à cet incident, Anna elle est gravement blessée, elle a 2 fractures à la mâchoire, elle a 2 dents cassées et des hématomes assez impressionnants sur son corps. Et heureusement pour elle, la police va bien faire son travail. L'agresseur est maintenant, à l'heure actuelle où on se parle, derrière les barreaux, poursuivi pour 4 chefs d'accusation, ce qui est assez incroyable, mais le procès n'a pas encore eu lieu. Et cette histoire, qui est du coup un fait réel qui s'est passé au Canada, doit nous rappeler à chacun d'entre nous que la prudence en ligne, elle doit être cruciale, et que le danger, en fait, peut surgir lorsqu'on s'y attend le moins, donc restez vigilants, les amis. Alors je peux vous assurer que cette histoire du coup elle est 100% réelle parce que c'est un fait qui s'est passé à Montréal et du coup il y a une publication de l'article de Anna sur le journal de Montréal. Alors je précise encore une fois, j'ai donné le prénom Anna mais c'est pas Anna, elle est restée anonyme. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo.
Bon, maintenant, on va parler de l'histoire numéro 2, qui est le bizutage d'Antoine. Alors, je vous préviens, pour cette histoire, on va remonter assez loin, on va remonter en 1997, et c'est une histoire qui, à l'époque, a fait tellement de bruit qu'une nouvelle loi sera mise en place à la suite de cette histoire. Tout commence donc avec Antoine, qui obtient son bac avec mention. Il est ambitieux, il veut continuer ses études, donc il va entrer dans une école de commerce assez prestigieuse de Lyon. Alors oui, en 2020, quand on veut faire une carrière, on devient programmeur. En 1997, on faisait plus une école de commerce. Comme ses parents habitent à côté de Perpignan, il va se trouver un studio un mois avant leur rentrée, près de Lyon, et commence du coup à découvrir la ville. Il sort un peu, il va dans les bars, dans les boîtes, et finalement il est très content de son choix, il y a une nouvelle vie devant lui, et c'est trop cool. Lyon, c'est une grande ville, donc l'ambiance est cool, exactement ce qu'il faut pour un jeune garçon de 18 ans qui est là pour les études, mais aussi pour faire la fête. Sa rentrée se passe parfaitement bien, ils sont une cinquantaine dans sa promo, et tout le monde a l'air plutôt cool, et même le BDE est assez sympa. Et je l'ai pas précisé, mais c'est une école qui est à ses côtés à Lyon, donc autant te dire que tout est moderne et ça lui plaît. Alors tu l'auras compris, tout s'annonce bien pour Antoine, mais ça va être de courte durée. En effet, une semaine après la rentrée, il y a 2 élèves du BDE qui viennent leur annoncer que la soirée d'intégration aura lieu le samedi suivant, dans une salle, petit château qu'ils ont réservé pour l'occasion. Alors tout le monde est motivé par cette nouvelle parce que dans ces soirées, il y a tous les étudiants et donc c'est l'endroit idéal pour s'amuser, draguer et se faire des contacts pour le futur. Et oui, Antoine du coup vient d'arriver à Lyon, donc il ne connaît pas grand monde pour l'instant, quelques amis, c'est tout. Donc quoi de mieux que de se faire une petite soirée avec toute l'école pour se faire de nouveaux amis. La semaine du coup se passe tranquillement et arrive le fameux samedi soir. Alors déjà il faut avouer que c'est assez stylé de pouvoir louer un petit château en pleine campagne pour une soirée étudiante. Et c'est là qu'on voit clairement la différence avec les écoles publiques ou les facs. Une fois entré dans la soirée, Antoine est au paradis. Il y a des filles, il y a de la bonne musique, il y a des boissons alcoolisées, pas chères. Il peut pas vraiment demander grand chose de plus. Et rapidement, il croise d'autres personnes de sa promo et il commence à sympathiser avec tout le monde. Et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vous aurais prévenu. Un jour, on fera une FAQ, je vous raconterai tous les sournoiseries que j'ai vécues en soirée, c'est assez ouf. Bon, je reviens à l'histoire. La soirée se passe bien, tout le monde danse quand tout à coup quelqu'un prend le micro et annonce que les premières années sont attendues à la porte rouge qui mène au sous-sol. Et on a tous entendu parler des bizutages, surtout à cette époque où c'est très courant. Donc tout le monde y va en se disant qu'ils vont leur faire boire un truc dégueu ou leur faire manger des plats super épicés. En soi, rien de bien méchant non plus. Et les premières années sont donc réunies et descendent donc accompagnés de 2 élèves du BDE. Arrivés en bas, ils voient que les anciens élèves ont mis le paquet, c'est-à-dire qu'il y a des bougies partout, il y a les lumières qui sont éteintes, il y a une ambiance vraiment incroyable et une table en plein milieu avec un bol de liquide aussi rouge que du sang. Alors Antoine lui va se dire directement que c'est un jus de tomate qui est mélangé à toutes sortes d'alcool, donc bonjour le mal de ventre le lendemain matin. Antoine explique que les anciens élèves, ils alignent les premières années devant la boisson, puis un garçon prend la parole et leur fait le speech classique de vous allez rentrer dans la confrérie, blablabla, ceci est le sang de vos frères, etc. etc. Le baratin auquel tout le monde en fait s'attendait. Sauf qu'on va pas en rester là et malheureusement la soirée va tourner au cauchemar. Alors pour être franc, à ce moment-là, Antoine et ses camarades, ils sont juste pressés que ça se finisse. Il y a une super ambiance au-dessus d'eux, alors que là, ils sont juste en train de s'ennuyer complètement dans la cave. Ils veulent tous boire le cocktail dégueu et remonter vite s'amuser. Alors au bout de quelques minutes, on leur fait enfin passer la boisson. Il y a une grande coupe remplie de liquide rouge qu'ils doivent se faire passer. Alors bien sûr, pas de bol, Antoine est en bout de ligne, donc il va goûter en premier et même pas l'occasion du coup de se moquer des autres avant. Il porte la coupe à ses lèvres et en fait il connaît ce goût. Il en a bu une fois, c'est un goût de vodka, de tomate et de tabasco. C'est juste une sorte de Bloody Mary tout à fait normal. Alors lui qui s'attendait à ce que ce soit épicé à mort ou très mauvais, est vachement surpris à ce moment-là. En fait c'est juste un cocktail classique qu'on leur a donné et après tout tant mieux, comme ça personne ne sera malade. La petite mise en scène dure encore une vingtaine de minutes et tout le monde remonte profiter de la soirée. Et on va pas se cacher, pour les premières années, c'était presque décevant comme bizutage. C'est même pas vraiment un bizutage pour eux, c'était juste pour leur faire boire leur cocktail. Donc pas la peine de faire entre guillemets tout ce cinéma pour ça. Et la soirée continue sans donc trop de problèmes, mais à peine 30 minutes après être remonté, Antoine ne se sent pas tout à fait bien. Il commence à regarder les gens autour de lui de façon bizarre et il sait pas pourquoi, mais il est persuadé que les gens qui sont à table avec lui cachent quelque chose, une sorte de secret. Et puis pour Antoine, ils agissent pas normalement. Il rigole tout le temps, il y en a même un qui est tombé de sa chaise alors qu'il a bu qu'un seul verre, c'est vraiment très louche. Et on verra plus tard, via des témoignages, que les gens en fait qui étaient à la soirée, ils ont tous décrit la même chose. Eux, ils ont tous vu qu'Antoine était d'un coup très agité, il avait l'air très stressé, mais ils n'avaient jamais encore vraiment bu ensemble, donc tout le monde s'est dit qu'il ne tenait juste pas bien de l'alcool et qu'il faisait simplement un bad trip. Et comme on vient de le dire, Antoine, il se sent de plus en plus, lui, surveillé, et il est certain que les gens du BDE sont en train de l'espionner, et même qu'un d'entre eux, et je suis sûr
en train de filmer, d'enregistrer la scène avec son téléphone. Pour eux, ils sont tous complices, mais comment faire? Il aimerait bien partir, mais ils sont bien trop nombreux à être là autour de lui. Et il y a même un service de sécurité à l'entrée qui, pour lui, va le bloquer. Donc cette fois-ci, plus de doute, c'est un piège qui était tendu pour lui et il est coincé. Il doit vraiment se sauver d'ici, sortir par n'importe quel moyen. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis là, c'est le ressenti d'Antoine à ce moment précis de la soirée qu'on a récupéré via des témoignages. Sauf que vous allez voir, en fait, qu'il n'avait pas tout à fait tort. Alors oui, Antoine n'avait pas complètement tort, car les gens du BDE qui avaient participé au petit bizutage étaient bien en train de surveiller les nouveaux élèves et de les filmer. Mais ça n'était pas du tout pour tendre un piège à qui que ce soit. Au contraire, ils faisaient attention à ce que rien n'arrive. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le Bloody Mary était véritablement un bizutage. Mais les nouveaux ne l'apprendront que plus tard. Et d'ailleurs, les anciens élèves, au début, étaient un peu déçus parce que, à part un mec qui avait l'air de se comporter très bizarrement, tout le monde semblait en pleine forme. On dirait que leur petit cocktail spécial n'avait pas trop marché cette année. Et vous l'aurez remarqué, d'habitude, quand je raconte des histoires, j'ai tendance à faire un petit peu d'humour, un petit peu de blague. Et vous ressentez que là, il y aura vraiment quelque chose de très badant qui va se passer parce que je souris pas du tout. Parce que oui, on va revenir avec Antoine. Lui, il en peut plus. Il sent tous les regards sur lui. Il le sait. Ils veulent sa peau. Les mecs du 3e, 4e année veulent la peau d'Antoine et c'est un piège. Et tout le monde ici sont ses ennemis. Et vous l'aurez compris, Antoine devient de plus en plus parano et pour cause. En fait, à ce moment-là de la soirée d'intégration, il fait une très mauvaise réaction à un produit qu'il n'est même pas conscient d'avoir avalé. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, le Bloody Mary n'était pas juste un cocktail sans alcool, il contenait des substances illicites qui altèrent vraiment votre comportement. En d'autres termes, Antoine ainsi que l'ensemble des premières années ont été drogués à leurs insus et pas forcément une petite drogue. Il est donc minuit 45 quand Antoine va se lever et partir en courant vers une des portes de la salle qui donne sur un escalier. Et là, ça met un peu le bordel dans la soirée parce que en se levant, il renverse la table avec les verres et ensuite en courant, il bouscule beaucoup de monde et va même renverser une seconde table. Alors bien sûr, ça passe pas inaperçu et les anciens vont se lancer immédiatement à sa poursuite, surtout qu'il vient de s'engager dans un escalier qui normalement est interdit. Antoine monte les marches aussi vite qu'il peut, il passe le premier étage, puis le second étage et s'engouffre dans le couloir dans le second étage. Il faut s'imaginer qu'avec la drogue qu'a dû prendre Antoine, sa vision c'est comme si elle était rétrécie et qu'il ne voyait presque plus grand chose, il voit uniquement tout droit. Tout le reste est flou. Les élèves du BDE qui se moquaient de tous les premières années commencent tout d'un coup à flipper et se lancent à la poursuite d'Antoine au second étage. Ils ont à la fois peur pour Antoine mais aussi peur qu'il casse quelque chose et que le propriétaire du château refuse de leur louer l'année prochaine. C'était ici qu'ils faisaient cette soirée depuis 6 ans, c'était un peu une tradition. Du coup, pas encore conscients de l'état d'Antoine, ils sont juste en train de flipper qu'un alcoolique abîme le mobilier ou casse une fenêtre. Un sacré sens des priorités, vous me direz. Le jeune homme a trouvé une porte ouverte au 2e étage qui donne dans une chambre et heureusement pour lui, il y a une grande porte vitrée qui permet d'arriver sur un balcon. Il l'ouvre, précipite dehors et monte sur la rambarde en pierre. Au moment où les anciens élèves arrivent, ils se mettent tout de suite à paniquer, ils sont assez hauts, il y a 2 étages, donc s'ils sautent, ils risquent de ne pas s'en sortir. Ils sortent donc sur le balcon mais n'osent pas trop s'approcher d'Antoine, ils lui disent simplement de se calmer, de descendre de la rambarde et de revenir doucement vers eux. Mais Antoine, encore une fois, il était drogué à son insu, donc il se retourne et il voit leurs yeux qui pour eux sont des yeux certainement de mensonges et il sait très bien qu'ils en ont après lui et qu'ils veulent lui faire du mal. Et puis après tout, pour Antoine, il est pas si haut, il est sûr qu'il peut arriver à sauter et s'enfuir. Et c'est là que le moment tragique du coup va arriver, c'est que sous les cris horrifiés de ses camarades, Antoine va se jeter dans le vide depuis le balcon. Antoine, il va décéder sur le coup en atterrissant sur la terrasse en pierre. Alors la police va arriver rapidement sur les lieux, mais il faut savoir que tous les jeunes qui étaient à la soirée auront le temps de voir le corps du jeune homme qui est tombé devant les fenêtres de la salle. L'enquête va révéler du coup que dans le Bloody Mary, tous les ans, les anciens élèves ajoutaient du LSD liquide. Donc le reste de la substance sera d'ailleurs remis à la police pour analyse. Et il se trouve que la drogue qu'ils avaient achetée cette année-là devait être différente car elle n'était pas soluble. Alors, je vais essayer d'expliquer ça au mieux parce que je connais pas vraiment trop l'univers des drogues, mais il faudrait comprendre que c'est comme si l'huile ne se mélange pas du coup avec l'eau. Donc la drogue en fait ne s'était pas mélangée au cocktail. Donc celui qui a bu en premier, Antoine, a avalé la dose complète de drogue. Et le LSD, c'est une substance qui est assez connue pour être hallucinogène et connue aussi pour créer des psychoses et de la paranoïa, d'où l'attitude complètement délirante d'Antoine. Et finalement, après cette affaire, il y a une loi qui est passée en 1998 qui qualifie le bizutage dans les écoles comme un délit
pénale. Et pour être sûr qu'elle soit respectée par la suite, il y a 4 des organisateurs de la soirée qui ont reçu des peines de prison ferme. Et franchement, je sais pas trop quoi en penser de cette histoire. Est-ce que c'est des peines qui sont justes? Est-ce que c'est assez ou pas suffisant? Mais rien à dire, c'est pour moi l'histoire la plus choquante de la chaîne parce que là, on a vraiment un mort dans l'histoire et c'est une histoire réelle. Donc franchement, c'est juste bizarre. Bon, je vous avoue que cette histoire, elle me met beaucoup mal, mais on va enchaîner. Il reste encore 2 histoires courtes. Donc, on est parti pour la 3e histoire. Voici maintenant une petite histoire qui est horrible et assez triste que nous raconte une jeune fille que l'on va appeler Ashley. Et vous l'aurez compris, cette histoire se passe aux États-Unis et plus précisément dans une petite ville au nord du Missouri. Et au moment de l'histoire, Ashley était très jeune, elle avait 13 ans et son père veut l'emmener donc voir la ferme qui appartient à ses grands-parents. Au moment des faits, on est en mars, c'est la fin de l'hiver, la neige a fondu de partout et Ashley et son père se promènent sur la ferme de ses grands-parents qui possèdent un énorme terrain, plus de 400 hectares. Donc après plusieurs minutes à bavarder ensemble et à contempler la campagne américaine, Ashley et son père arrivent à l'endroit où se trouvait autrefois la maison des grands-parents d'Ashley. Mais cette maison a été démolie il y a longtemps, par contre il reste quand même un très vieux garage en bois à cet endroit, et Ashley elle est curieuse donc elle trouve un petit trou dans la porte en bois et décide de regarder au travers. Et là ce qu'elle voit, c'est une voiture dans le garage. Alors rien d'anormal pour l'instant, mais à ce moment-là, du coup, Ashley, elle va dire à son papa qu'il y a une voiture de la marque Ford qui est garée à l'intérieur. Et c'est là que son père est un peu surpris parce qu'il va regarder à son tour et explique à Ashley qu'il s'agit sûrement d'une Ford Fiesta des années 80. Et du coup, pour examiner la voiture, Ashley et son père essayent d'ouvrir la porte du garage. Mais il faut savoir qu'ils vont pas y arriver, elle doit sûrement être verrouillée ou bloquée par la rouille. Du coup, impossible de l'ouvrir. Et après tout, c'est un vieux garage qui est pourrissant, on va dire. Je sais pas si ça se dit. Et il y a rien d'autre de particulier à voir à l'intérieur. Donc, Ashley et son père, ils vont pas insister et ils repartent. C'est une semaine plus tard que le père d'Ashley est au téléphone avec le locataire du terrain et lui dit qu'il a trouvé une vieille voiture dans le garage. Bon, c'est du coup la Ford. Mais le locataire, lui explique que normalement, il ne devrait pas y avoir de voiture dans ce garage puisque quand il a loué l'été dernier, c'était qu'un vieux garage vide et à moitié en ruine. Le locataire du terrain a donc appelé le shérif de la ville et ils sont allés inspecter le véhicule ensemble. Donc quand ils arrivent sur les lieux, ils arrivent à ouvrir le garage à l'aide d'un pied de biche et effectivement la porte était bien verrouillée de l'intérieur. Et en arrivant au niveau de l'avant de la voiture, ils font une terrible découverte. En fait, ils découvrent le corps d'un adolescent encore gelé sur le siège conducteur. Et il s'avère que cet adolescent avait fugué au début de l'hiver et au moment où ils découvrent le corps, ils sont à la fin de l'hiver. Alors comment le garçon s'est retrouvé là? En fait, il n'avait nulle part où aller et il a dû tomber dans ce garage en ruine et du coup, il a décidé de garer sa voiture dedans et puis il aurait ensuite fermé la porte du garage pour éviter une quelconque intrusion. Et on n'en sait pas plus dans cette histoire parce que finalement, c'est presque 3 mois plus tard que le shérif du coup et le locataire du terrain ont retrouvé cet adolescent emmitouflé dans des couvertures. Et il faut savoir qu'au nord du Missouri, les hivers ne pardonnent pas et du coup, les couvertures n'ont pas dû suffire pour réchauffer le jeune ado. Et le médecin légiste qui va l'examiner par la suite va avouer que justement ce garçon a probablement succombé dès la première nuit à cause du froid et a passé du coup tout l'hiver congelé dans sa voiture avant d'être retrouvé. Et il faut savoir que ça a fait beaucoup de peine à la famille, forcément qui le cherchait depuis des mois, mais au moins l'adolescent a fini par être retrouvé. Et finalement on va revenir du côté de Ashley parce que elle s'est sentie assez soulagée, tout comme son père, de ne pas avoir réussi à ouvrir la porte et tomber du coup nez à nez avec un cadavre gelé. Et c'est ainsi que se finit du coup cette 3e et toute petite histoire et moi je la trouve super intéressante. C'est un fait réel, donc je trouve ça super intéressant de se pencher sur des faits réels qui ont existé du coup dans le Missouri pour cette histoire. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Alors maintenant, place à la 4e et dernière histoire, encore une fois une histoire assez courte, mais vous allez voir que la mécanique est assez intéressante. Cette histoire se passe pendant l'été 2021 à Bruxelles et plus précisément à Jette. Et on va parler de ce qu'a vécu Nathan, un jeune homme de 17 ans. C'est les vacances d'été et comme beaucoup de jeunes de son âge, Nathan a besoin d'argent. Du coup, il a trouvé un job pour le mois d'août. Il rénove le stade de foot de la ville de Jette. Alors clairement, ça pourrait être un travail de tourpeau, mais pas du tout. Les journées, elles sont longues et le travail est pénible. Mais bon, après Nathan nous raconte que la première semaine se déroule sans accroc entre le ponçage, la peinture et la tonte de la pelouse. Nathan, il n'a pas le temps de s'ennuyer, donc c'est parfait pour lui, c'est exactement ce qu'il voulait. Mais c'est au bout de la 2e semaine, donc la semaine suivante, que les choses commencent à se gâter. Nathan a le sentiment d'être constamment observé
mais comme il a besoin d'argent, il continue à travailler et il s'efforce dans le travail en essayant de penser à autre chose. Et c'est de plus en plus bizarre parce que plus les jours vont passer et plus il y a des nouveaux signes assez étranges qui vont apparaître. Alors Nathan fait des cauchemars horribles et il indique même qu'il y a des objets qui changent mystérieusement de place, voire qui disparaissent dans le stade alors qu'il n'y a que lui qui y va. Alors bref, l'angoisse grandit petit à petit. Mais Nathan tient bon, même si quelque chose semble clairement clocher, parfois il a l'impression de devenir fou. Et puis arrive cette journée maudite, le lundi 16 août. Ce jour-là, Nathan va vivre un truc très flippant. Alors qu'il est en train de tracer les lignes blanches du terrain de foot, d'un coup, il y a une étrange sensation. À ce moment-là, il sent vraiment mal. Et quand il lève sa tête, il y a un silence clair qui s'installe et l'environnement autour de lui ne fait plus aucun bruit et il n'y a plus aucun oiseau qui chante. Et là, devant la petite tribune du stade, il y a une vision d'horreur qui apparaît. Nathan voit une petite fille grise, elle est défigurée par une blessure qui ressemble à une blessure causée par un éclat d'obus. Elle a pas de bouche, elle a pas de nez, elle a pas d'yeux, son visage ne ressemble à rien et elle fixe Nathan d'un regard vide. À ce moment-là, la situation ressemble à un cauchemar pour Nathan et il est parcouru d'un frisson d'angoisse et de dégoût qui lui traverse le corps. Et puis la fillette pointe un doigt squelettique en direction de Nathan et c'est à ce moment-là précis du coup que Nathan comprend pourquoi il y a ce silence. Tout à l'heure on parlait des oiseaux qui chantaient plus et en fait tous les oiseaux se retrouvent à côté de cette chose, de cette fillette, mais pas pour chanter. En fait au moment où la fillette pointe Nathan avec son doigt, tous les oiseaux se dirigent vers lui. Nathan se sent pétrifié, incapable de bouger et il voit les oiseaux qui se rapprochent dangereusement comme dans le film Hitchcock. Et puis tout d'un coup, c'est le blackout. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est au même endroit qu'au début. Et son premier réflexe, c'est de prendre son téléphone pour regarder l'heure. Et il est déjà 17h. Environ 1 heure s'est écoulée entre la scène horrible avec la fillette, la chose, et le moment où il reprend conscience. Et pour lui, c'est une perte de temps inexplicable. On pourrait penser qu'il a juste fait une grosse sieste, enfin son patron pourrait penser qu'il a fait une grosse sieste, mais non, Nathan a conscience de ce qui s'est passé avec la fillette, mais a un véritable trou noir dans sa mémoire entre le moment où les oiseaux sont allés sur lui et là où je vous parle. À ce moment, tout se chamboule dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 heure? Était-il inconscient au sol ou est-ce qu'il continue à travailler sans s'en rendre compte ou est-ce qu'il a tout simplement rêvé, enfin plutôt fait un mauvais cauchemar? Et pour Nathan, c'est impossible que ce soit un cauchemar parce que ça semblait tellement réel, il avait l'impression de tout ressentir, de ressentir vraiment une sorte de grosse angoisse en lui. Mais pour lui donc, la question c'est qu'est-ce que c'était cette chose qu'il a vue avant de sombrer. Et en plus de ça, malheureusement il n'y avait aucun collègue avec lui à ce moment pour prouver ou pour décrire ce qui s'était passé. Mais bon, il y a une théorie qui lui vient à l'esprit. En fait, Nathan fait des insomnies sévères et il prend un médicament pour l'insomnie qui s'appelle le Zolpidem. Et en fait, ce médicament, pour ceux qui connaissent pas, peut avoir des effets secondaires assez violents et il peut provoquer des hallucinations et des illusions d'optique, mais aussi des troubles visuels ou encore du somnambulisme et des cauchemars. Alors pour Nathan, ça suffit pas non plus à expliquer tous les détails troublants qu'il a vécu pendant cette expérience, mais ça peut expliquer pas mal de choses. En tout cas, les visions qu'il a eues ne donnent vraiment pas envie de prendre ce somnifère. Et ce qui est sûr, c'est que l'image de cette fillette restera à jamais gravé dans sa mémoire. Alors certains pourraient croire que cette histoire est fausse, mais place au doute, qui sait de quoi est capable l'imagination d'un cerveau humain. Moi perso, je crois en sa théorie sur le fait que ce soit les effets secondaires du somnifère qui fait qu'il a eu des visions, parce que je pense que ça paraît un petit peu trop gros. Mais en tout cas, je trouve c'est intéressant de partager ce genre d'histoire, même si c'est du paranormal et que vous êtes un peu moins réceptif à ça. J'anticipe les choses parce que bientôt, on va faire un plateau avec plusieurs personnes intervenant. C'est des amis à moi qui ont vécu des choses paranormales. Et donc du coup, si vous aimez bien, ce sera parfait quand je vais faire les plateaux avec mes amis. Vous serez très content. En tout cas, c'est une histoire énigmatique qui laisse des questions en suspens et qui, à coup sûr, hantera les pensées de Nathan à tout jamais. Je vais vous raconter l'histoire d'Enzo qui a vécu un cauchemar en se rendant à un rendez-vous Tinder. Enzo a 23 ans. Il est vendeur dans un magasin de costumes sur Paris et tout va plutôt bien pour lui. C'est le début dans la vie active, il est heureux de gagner de l'argent et il vient de s'installer dans un nouvel appartement, donc tout baigne. Seul petit souci, Enzo est quelqu'un d'assez timide, donc il n'a pas de petite amie. Et pourtant, il rêve de trouver une petite amie avec qui il peut partir voyager, passer du bon temps ensemble et construire sa vie. Il faut savoir que l'histoire se passe en 2015. Et donc les sites de rencontres sont de plus en plus en vogue à cette époque. Et le plus connu, c'est Tinder. Et Enzo veut tester ce site, car pour lui, ça lui permet de faire plus facilement de nouvelles rencontres malgré sa timidité. C'est donc sur Tinder qu'il va tenter de se trouver une petite amie. Et moi, je trouve ça bien. En effet, quand t'es timide, un site de rencontre peut permettre de parler plus facilement. Enfin, c'est mon avis. Bref, après 2 semaines, il finit par avoir un rendez-vous avec une fille qui s'appelle Pauline. Elle est super mignonne, mais le problème, c'est qu'elle vit dans le 94.
dans une toute petite ville. Enzo raconte qu'il y a 70 km qui les séparent. Ça fait beaucoup, mais ils décident ensemble de continuer à discuter, mais que prochainement, ils se verront pour faire plus ample connaissance. Alors je vous épargne les quelques semaines où ils ont passé à discuter, car Enzo dit qu'il ne s'est rien vraiment passé de spécial. Lui et Pauline ont discuté, et comme le courant passe bien, ils ont décidé de passer une soirée ensemble le vendredi soir qui arrive. Enzo est super motivé à l'idée de voir Pauline et c'est même très réciproque. On est donc vendredi soir, il est 18h30, Enzo sort du travail, va prendre une douche, se met sur son 31, prépare son GPS et part en direction de chez Pauline. 1h15 de trajet. Et oui, pour sortir de Paris, on sait tout ce que c'est, compliqué. Sauf que vous allez voir que le trajet qu'il va parcourir va virer au cauchemar. Et vous allez voir, Enzo, c'est aussi le roi de la malchance quand on y pense. Première chose, sa voiture fait des siennes. Il entend un bruit qui provient du capot et un voyant s'affiche même sur son tableau de bord. Enzo indique qu'il a souvent ce voyant qui s'affiche sur le tableau de bord et qu'il sait comment corriger ce problème. Et comme il n'a pas envie d'aggraver le problème, il décide donc de s'arrêter assez vite dans une toute petite station-service. À ce moment-là, il reste une 40aine de kilomètres pour arriver chez Pauline. Enzo explique que la station-service est vide, qu'il y a un pauvre lampadaire qui éclaire très peu le parking. Il va décider de se garer sous le lampadaire pour avoir un peu de lumière, puis sort de sa voiture et soulève son capot. En sortant de sa voiture, il trouve ça bizarre que c'est complètement désert. Pourtant, il n'est que 20h du soir. Alors oui, il est dans un petit village, mais quand même, l'ambiance se refroidit doucement pour Enzo. Bon, après Enzo se dit qu'il en a que pour quelques minutes pour réparer sa voiture, donc il traîne pas. Enzo répare tranquillement sa voiture près de cette station-service quand il entend des bruits de motos se rapprocher de lui. 3 grosses motos passent devant, puis ralentissent et s'arrêtent à quelques mètres de la voiture d'Enzo. Les 3 motards descendent de la moto et courent en direction d'Enzo. Enzo prend ses jambes à son cou et court en direction de la forêt juste derrière sa voiture pour leur échapper. Enzo a beau courir très vite, il sent qu'un des motards est juste derrière lui et commence à lui attraper le bras, ce qui le fait tomber brusquement par terre. C'est fini pour Enzo. Il est par terre dans cette forêt et les 3 motards sont autour de lui. Enzo explique qu'il n'arrive même pas à crier à l'aide tellement son cerveau l'a abandonné. Les 3 motards prennent Enzo et le ramènent en dehors de la forêt, donc à l'endroit de la station-service où se trouve sa voiture, qui, je le rappelle, a toujours son capot grand ouvert. Et Enzo ne comprend pas pourquoi les 3 motards vont en direction de la station-service. Surpris, il entend les 3 motards parler aux vendeurs de la station-service et ils disent qu'il y a un fou qui rôde dans les parages et qu'il faut absolument prévenir la police. Enzo, il comprend pas. Il a rien fait de mal, c'est pas un mec dangereux. C'est quoi ce bordel? Et c'est ensuite, une fois que la police a été prévenue, que les 3 motards vont s'adresser à Enzo. En fait, ils n'ont pas tenté de le kidnapper. Bien au contraire. La vérité est juste hallucinante. Vous n'êtes pas prêt. L'un des 3 motards explique qu'en passant devant la voiture d'Enzo, il a vu une silhouette étrange derrière lui. Une silhouette qui s'apparentait à un homme qui tenait un couteau dans la main. Et c'est pourquoi il a tout de suite fait un signe à ses 2 amis pour foncer en direction d'Enzo et aller le protéger. En voyant les 3 motards, la silhouette a couru en direction des bois. Et ce qu'Enzo a réalisé, c'est qu'en fuyant dans la forêt, il suivait de près cette silhouette avec un couteau. Enzo a tout bonnement été sauvé par les 3 motards qui ont fait fuir cette fameuse silhouette. Et en plus, ils ont sauvé une seconde fois en l'empêchant de se perdre dans la forêt et de subir certainement un destin tragique. Enzo raconte qu'il est sous le choc quand les 3 motards lui racontent ce qui s'est passé et que l'arrivée de la police quelques minutes plus tard lui a fait énormément de bien. Malheureusement, et j'ai envie de dire, comme d'habitude, aucune trace de la silhouette quand les policiers sont arrivés. Il était bien trop tard. En revanche, les policiers ont affirmé que plusieurs enlèvements avaient eu lieu ces derniers mois et que c'était probablement cette même personne qui a voulu s'en prendre à Enzo. Chose cool, c'est que les 3 motards l'ont aidé à réparer sa voiture et il a pu tranquillement repartir en direction de chez Pauline. Waouh, ça fait froid dans le dos, d'imaginer Enzo tranquillement en train de réparer sa voiture alors que derrière lui, dans la pénombre, il y a une silhouette avec un couteau qui se dirige vers lui. Et bravo aux motards qui lui ont à coup sûr sauvé la vie. Bon, cette histoire est terminée, je vous propose qu'on passe à la 2e de cette vidéo. Et je peux vous garantir que cette histoire est bien réelle et vous comprendrez pourquoi à la fin.
Donc aujourd'hui, Emma nous partage son expérience qui s'est déroulée en 2018 pendant la période de Noël. Et accrochez-vous, parce que ça risque de vous donner des frissons, et surtout pour nous, les parents. Je vous précise qu'Emma n'est pas le vrai prénom de notre héroïne pour cette histoire, car elle a préféré rester anonyme. Donc l'histoire prend place le jour de Noël, et plus précisément le matin du 25 décembre. À cette époque, Emma a 10 ou 11 ans. Elle est donc encore une jeune fille, et pour elle, Noël c'est sacré. Elle sait qu'elle va avoir plein de cadeaux, et que cette journée sera super. D'autant plus que cette année, ils le fêtent tous ensemble chez sa tante. Donc elle verra tous ses cousins, tous ses cousines qu'elle adore. Donc le 25 décembre, Emma doit se rendre chez sa tante à midi. Et vous savez comment ça se passe le réveil? Dans ces moments, c'est toujours très tôt. Surtout que sa tante habite à 2 heures de route de la maison des parents d'Emma. Bref, sa mère vient réveiller Emma donc à 8 heures du matin pour être sûre qu'elle soit prête à temps. Mais au lieu de se préparer directement, Emma, elle commence à surfer sur Internet et à regarder différents articles qu'il y a sur le fil d'actualité de Google. Et oui, Emma est assez mature pour son jeune âge. Et là, on sait tous comment ça se passe. On commence par regarder une chose, puis une autre, puis on se perd et on se retrouve à lire des trucs qui ne nous intéressent même plus jusqu'à atterrir sur une vidéo de combat entre un crocodile et un serpent. Enfin, non, en fait, ça, c'est moi peut-être. Du coup, là, Emma, elle tombe sur un article assez flippant. Et le titre de l'article, c'est « Tentative d'enlèvement à Sijan ». Et en fait, Sijan, c'est la ville juste à côté de celle où habite Emma. Donc forcément, elle est intriguée et elle lit. Et là, elle découvre l'histoire très flippante d'une petite fille du même âge qu'elle qui a échappé de justesse à une tentative de kidnapping. Et en plus, c'était à seulement quelques kilomètres de là où elle habite. Et puis dans cet article, il y a un portrait robot et une description de l'homme qui a essayé de kidnapper la jeune fille. Et plus Emma parcourt l'article, plus elle ressent un frisson de malaise. C'est jamais très agréable de savoir qu'un homme essaie de kidnapper des enfants, et encore plus quand ces enfants ont le même âge que vous et qu'ils se baladent en liberté pas loin de chez vous. Bref, selon l'article, c'est un homme qui a une 40aine d'années, qui possède un 4x4 noir avec un sticker de serpent dessus. Il a des lunettes noires, toutes sortes de bijoux aux doigts, une barbe mal rasée et des cheveux courts laissant apparaître une cicatrice sur son front. Rien de rassurant déjà, ça ressemble même un peu au cliché du kidnappeur ou du prédateur sexuel. Bien sûr, sans offense pour ceux qui ont un sticker serpent sur leur voiture. Bref, une fois qu'elle a fini de lire, elle passe à un autre article sur les animaux d'un zoo, puis sur le cadeau le plus demandé de ce Noël, puis elle lit encore d'autres articles, et au bout d'une bonne demi-heure, elle part se préparer pour aller au repas. Alors je vous fais une petite parenthèse ici, mais Emma a déjà reçu des conseils de ses parents sur le fait qu'elle doit être très prudente quand elle est seule, car la ville où elle habite n'est pas exactement le lieu le plus sûr du monde. En fait, il y a déjà eu auparavant des recensements d'enfants qui ont disparu. Mais bref, Emma est rapidement prête pour partir chez sa tante et elle est vraiment impatiente d'ouvrir ses cadeaux et de trouver sa famille. Donc elle décide d'attendre ses parents dans la voiture. La voiture, elle est seulement à 2 mètres de l'entrée de la maison. Elle est donc dans leur allée et Emma surveille l'arrivée de ses parents depuis l'intérieur de la voiture. Mais le temps passe. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et au bout de 5 minutes, personne ne sort. Donc là, Emma, elle en a un peu marre d'attendre. Alors elle décide de sortir de la voiture pour aller prévenir ses parents de se dépêcher, parce qu'à ce rythme-là, ils vont arriver en retard pour le repas de Noël. Et oui, Emma, elle est un peu pressée. Mais au moment où elle sort de la voiture, Emma entend un bruit de moteur qui vient de derrière elle et qui se rapproche doucement. Donc elle se retourne pour voir ce qui se passe et là, elle voit un 4x4 noir qui s'arrête à côté d'elle. Bizarre, le 4x4 noir, ça vous rappelle pas quelque chose? Et puis l'homme au volant descend sa vitre et d'une voix douce, il demande à Emma de l'aider à chercher son chien qui s'est échappé de chez lui ce matin. Alors il faut savoir qu'Emma, c'est une amoureuse des animaux. Et du coup, bien sûr, elle veut aider le monsieur à retrouver son chien. Mais Emma, elle veut plus d'informations sur le chien pour être plus efficace. Donc elle demande à l'homme à quoi le chien ressemble, comment il s'appelle. Mais bizarrement, l'homme commence à montrer des signes d'agitation et d'impatience. Et ses paroles deviennent plus dures. Il dit à Emma de se dépêcher de monter dans la voiture rapidement parce que sinon, il aura moins de chances de retrouver son chien. Et là, elle se souvient des avertissements de ses parents et commence à sentir un truc pas net chez cet homme.
Mais ouf, par chance, sa mère arrive à ce moment-là et elle commence à discuter avec cet homme étrange qu'elle n'a jamais vu dans le quartier. Sa mère, un peu énervée de voir un inconnu parler à sa fille, dit à l'homme sèchement qu'ils n'ont pas le temps de l'aider parce qu'ils doivent partir. À ce moment, Emma, elle se sent rassurée par la présence de sa mère et elle décide de jouer les détectives. Et elle commence donc à observer l'homme plus en détail. Et c'est là que ça devient carrément terrifiant. Ce qu'elle remarque, c'est que cet homme correspond parfaitement à la description du portrait robot qu'elle a vu dans l'article de ce matin. Le 4x4 noir avec le sticker serpent, les cheveux courts, la barbe noire, les lunettes noires, les bagues, tout y est. Même la petite cicatrice sur le front. Et à ce moment, le kidnappeur, il ne sait pas qu'il est démasqué. Et il essaie encore de les convaincre. Mais heureusement, le père d'Emma arrive. Et l'homme dans le 4x4 noir est pris de panique. Du coup, il simule un appel téléphonique d'urgence et s'en va en prétendant que quelqu'un a retrouvé son chien. Le problème, c'est qu'à ce moment, l'individu, il n'a pas de téléphone en main. Donc clairement, il part tout seul. Enfin bref, l'homme démarre et part en trombe. Finalement, Emma ne dira jamais ce qu'elle sait à ses parents par peur de se faire gronder. En fait, si ses parents apprennent qu'elle a parlé à un inconnu, et en plus qu'elle savait que c'était un kidnappeur, ils vont très mal le prendre. Du coup, personne n'a appelé la police et ce monsieur recherché n'a pas été signalé. Pourtant, cette rencontre a laissé des séquelles profondes dans l'esprit d'Emma. Et si Emma était montée dans la voiture de cet homme pour l'aider à chercher son chien, elle ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais au moins, grâce à cette rencontre, elle fera encore plus attention les prochaines fois. Cette histoire paraît tellement réelle et encore plus car il y a des articles sur internet reprenant exactement l'histoire et la description de cet homme. Je vous mets les liens en description pour les plus curieux d'entre vous. Après avoir fait quelques recherches, je n'ai trouvé aucune autre trace et aucun nouvel article mentionnant cet homme. Finalement, Emma aurait peut-être dû en parler à ses parents. A priori, même 5 ans après et avec un profil aussi atypique, cet homme n'aurait toujours pas été retrouvé. Il faut dire que peut-être si les parents d'Emma avaient porté plainte, il y aurait eu plus de chances que les recherches s'intensifient. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Le mystère plane toujours et Emma espère ne jamais recroiser cet homme. Une histoire qui vous rappelle que le danger peut surgir quand on s'y attend le moins, et même le jour de Noël. Prenez donc soin de vous et restez vigilants. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Cette histoire m'a complètement glacé le sang et j'ai tout de suite été serrer mon enfant très fort dans mes bras et je lui ai expliqué de ne jamais monter dans une camionnette ou dans la voiture de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais bon, il est encore un peu trop jeune pour comprendre, donc il n'a pas vraiment assimilé ça. Bon, je n'en ai pas fini avec vous, avec cette dernière histoire qui est aussi sous le thème des applications de rencontres. Je pense que vous n'oserez plus aller en date sans essayer d'aller fouiller le passé de vos prétendants ou de vos prétendantes. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est celle de Camille. Camille, c'est une hyperactive, la businesswoman par excellence. Elle est cadre en ressources humaines dans une société de cosmétiques très connue et en tant qu'hyperactive, elle fait beaucoup de choses. Elle fait du sport pour s'entretenir, se défouler. Elle prend des cours de yoga, mais aussi des cours de cuisine et des cours de tout ce qui lui passe par la tête d'ailleurs. Et elle n'a pas un jour réel de repos, même le dimanche, elle est à fond. Sauf que Camille est célibataire. Et de nos jours, les applications de rencontres restent le meilleur moyen pour elle de faire des connaissances. Et puis elle se dit que c'est son métier de sélectionner des candidats parfaits pour un poste, donc ça ne devrait pas être bien compliqué pour elle de faire de même pour sa vie sentimentale. Elle va donc, comme un peu tout le monde, tenter sa chance sur une appli. Elle va créer un profil et le laisser volontairement pendant une semaine pour être certaine d'avoir le choix. Et effectivement, quand elle se connecte, elle reçoit une 40aine de messages privés venant d'hommes qui veulent la rencontrer. Et c'est compréhensible parce que Camille, c'est une belle femme. Elle va donc faire le tri dans tous ses prétendants et va finalement en sélectionner 5. Elle se dit qu'elle ne peut pas tout miser sur un seul, donc elle va en rencontrer 5 et faire son choix après. Alors, c'est une façon un peu pragmatique de voir les rencontres et au niveau romantisme, ça laisse un peu à désirer, mais ça peut être une technique plutôt efficace. On ne va pas juger. Le premier prétendant qu'elle va rencontrer s'appelle Matteo. Ils n'ont pas beaucoup discuté, mais il avait l'air très gentil et mignon, donc elle a décidé de lui donner sa chance. Ils vont se rencontrer dans un petit bar à 2 pas de chez elle, car elle préfère être dans un lieu qu'elle connaît, on ne sait jamais. Matteo va beaucoup s'intéresser à elle, à son travail, à ses activités. Il est vraiment doué pour écouter et c'est plutôt un bon point. Ils vont passer 3 heures ensemble, pendant lesquelles elle parlera
surtout d'elle, puis il proposera de la raccompagner. Cependant, elle lui dit qu'elle habite juste à côté, donc ce n'est pas la peine. Ils se font alors la bise et se séparent devant le bar. Camille est plutôt contente de sa soirée et rentre tranquillement, mais elle n'est pas sûre de donner suite à ce rendez-vous. Une fois dans le hall de son immeuble, elle regarde sa boîte aux lettres qu'elle n'a pas eu le temps de regarder dans la journée et à travers les portes vitrées, elle aperçoit Matteo qui passe devant l'immeuble au volant de sa voiture. Mais bon, il n'a pas l'air de regarder dans sa direction, donc c'est peut-être juste le chemin pour rentrer chez lui. Puis finalement, elle monte chez elle et va se coucher. Le lendemain, elle se réveille comme à son habitude à 7h du matin pour aller travailler et elle voit qu'elle a déjà un message de Matteo sur son téléphone. Elle n'aime pas trop ça. Il devient déjà un peu collant et elle décide donc de juste l'ignorer et d'aller travailler. En fin d'après-midi, elle va recevoir de nouveau un message et va aussi l'ignorer. Dans le mois qui va suivre, elle va rencontrer les 4 autres hommes qu'elle avait sélectionnés sur l'application. Et à chaque fois, les rendez-vous se passent plutôt bien, mais à chaque fois, elle n'a plus aucune nouvelle. Bon, Camille, elle n'est pas spécialement égocentrique, mais elle sait qu'elle est plutôt jolie, gentille et pas idiote, hein. Donc, après un seul rendez-vous, qui en plus se passe plutôt bien, pourquoi les 4 types l'ont totalement zappé? Surtout que certains avaient dit qu'ils la recontacteraient. Mais bon, comme Camille a son petit ego, elle ne va pas aller les relancer, donc elle en est de retour au même point. Pour ce qui est de Matteo, elle a fini par bloquer son numéro. Elle recevait des messages presque tous les jours et ça l'énervait. Une fois, il est même venu à son travail le midi. Et heureusement pour elle, la personne de l'accueil a appelé avant de le laisser monter et a dit à Matteo que Camille était absente. Un jour, elle a même reçu un message d'un numéro inconnu et c'était encore lui qui lui proposait d'aller manger au restaurant. Et cette fois-ci, c'était trop. Elle va lui répondre qu'elle ne veut pas de relation avec lui et demande à ce qu'il la laisse tranquille. Ensuite, elle bloquera aussi ce numéro. Puis les choses ont l'air de se calmer. Sauf qu'un jour, le cousin de Camille passe la voir. Ils font du yoga ensemble, du coup, il est passé la chercher pour aller au cours et il va la ramener chez elle, monter, discuter et repartir 15 minutes après. Et à peine il est sorti de l'immeuble que Matteo lui saute dessus, le poing armé, prêt à le cogner. Il lui demande pourquoi il est avec Camille et pourquoi il essaie de lui voler sa copine. Et le cousin va tenter de le calmer, de lui expliquer qu'ils sont juste allés faire du yoga ensemble et que c'est sa cousine. Matteo se souvient très bien du prénom de son cousin avec qui elle fait du yoga. Elle lui en a parlé pendant leur rendez-vous. Il lui demande donc son prénom et il lui répond Octave. Un prénom pareil, ça ne s'invente pas. Matteo comprend donc que c'est vraiment le cousin de Camille et décide de simplement s'enfuir en courant. Et lorsque son cousin remonte pour raconter ce qui vient de se passer à Camille, Camille et lui décident finalement d'aller à la police. Pendant l'enquête de routine, la police va s'apercevoir que Matteo n'est pas allé au travail depuis près d'1 mois. Ils vont aussi visiter son studio, mais il semble qu'il ne soit pas rentré depuis longtemps. Le peu de nourriture qu'il y a dans le frigo est complètement moisi. Et comme tout ça semble suspect et qu'il y a harcèlement et agression, les policiers vont demander à son opérateur téléphonique de le localiser. Et lorsque c'est fait, ils s'aperçoivent qu'il se trouve à 2 rues de là où habite Camille. La police va alors l'arrêter pendant qu'il dort dans sa voiture et visiblement, il dort depuis un moment vu le bazar et l'odeur. Pendant la garde à vue, ils vont regarder son téléphone et trouver des photos de Camille avec 3 hommes différents, toujours à une table du même bar à côté de chez elle. Elle confirmera que ce sont ces 3 prétendants et donnera les 3 pseudos à la police. Elle leur donnera aussi le nom du 4e prétendant, même s'il a dû échapper à Matteo, parce qu'aucune photo de lui ne se trouve dans son téléphone. Mais elle trouve ça un peu étrange parce qu'elle l'a amené lui aussi dans le même bar. Mais quand la police a réclamé les informations à l'application, celles du 4e, qui n'étaient pas présents sur les photos, se sont avérées fausses et la police n'a jamais réussi à le retrouver. Étrange, mais ce n'est pas tout. Après enquête, il s'est avéré que Matteo a agressé ou menacé les 3 autres prétendants qu'il avait en photo. L'un d'eux a même voulu se défendre et a fini à l'hôpital pour 2 points de suture. Autre fait troublant, Matteo, qui ne travaillait plus et n'était plus payé, avait plus de 1 000 € en liquide sur lui, alors que son compte était dans le rouge depuis des mois. Et lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un l'avait aidé et pourquoi il avait autant d'argent sur lui, il n'a jamais voulu répondre. Et on n'en sait toujours pas plus. Alors, pourquoi avait-il autant d'argent sur lui? Pourquoi l'un des prétendants de Camille avait un faux profil et en plus, c'était le seul que Matteo n'avait pas pris
en photo. Dites-moi un peu vos suppositions pour ça. Il faut savoir que Camille n'a pas donné de nouvelles, donc on ne sait pas du tout comment elle s'en est sortie psychologiquement après ces fameux épisodes. C'en est fini de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai adoré vous les raconter. Alors, pour les coups, je suis tombée sur 2 threads qui parlent de sites de rencontres. Alors, les mécaniques sont totalement différentes. C'est pour ça que je me suis permise de les mettre ensemble. Mais j'espère, pour ceux qui utilisent les sites, que vous ne serez pas trop effrayés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un gros like, ça nous fait toujours plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez participer vous aussi et que votre histoire soit racontée, vous n'avez qu'à envoyer votre histoire à l'adresse mail que vous trouverez du coup en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres frissons